dernière. Vois-tu, même là, mon son était fermé, fait que j'ai gaffé en partant comme d'habitude. Là, le monde va m'entendre. Fait que c'est ça, Gab. Fait qu'on disait comment ça va, puis effectivement qu'on a fait un close upgrade depuis la semaine passée. Ben oui, le mauvais son a duré 20 secondes au lieu de 10 minutes. C'est Ah non! déjà un bon upgrade. Hey, j'ai divisé par 20, man. C'était que, attends, là, vraiment, là, grosse job de ce côté-là. Nouveau visuel, comme vous pouvez le voir. Puis, tu sais, la semaine passée, on organisait ça, Gab. Je t'ai texté à quelle heure pour dire on le fait. Ah ouais, la semaine passée, Jeff il m'écrit à 6h30, 7h. Il me dit: Qu'est-ce que tu fais à soir? Tentes-tu de faire un podcast live? Ah, pourquoi pas? Hein? 2 heures avant le show. Fait qu'on a fait ça un peu broche à foin, mais là, on a une version 2.0 qui est pas mal meilleure. Ben ouais, on n'a pas chômé cette semaine. Puis parlant de version, Gab, mais dans un, c'est que ta suggestion pour le nom a été retenue. Puis t'as quand même bien contribué là à arriver avec un format de show qui est sharp là. Fait que parle-nous de ça un peu. Puis après ça, je vais présenter le menu à nos invités. Oui, exact. Ben, en fait, le concept, le nom du show derrière le marbre, comme vous voyez à l'écran, là, on a un petit meeting au marbre comme visuel pour commencer là, le podcast. Donc, moi et Jeff qui agit comme officiel. Puis, au niveau du concept du show, dans le fond, on va fonctionner de la façon suivante. C'est qu'on va avoir 3 segments qui sont appelés là, par la première prise, la deuxième prise et la troisième prise, où qu'on va recevoir là, des invités ou qu'on va présenter des capsules ou des discussions. Puis entre chaque première prise, là, on va avoir un segment. Entre la première prise puis la deuxième prise, on aura en classe avec GF qui va faire une capsule là, selon le sujet du jour. Puis entre la deuxième prise puis la troisième prise, on aura la capsule Gabi, le magnifique, qui m'appartiendra, qui sera pas toujours très intelligente. Là. Fait que GF, ça sera quoi Ben, le contenu ben pour oui, ben oui, ce ben oui. soir? Ce que les gens voient à l'écran en ce moment, mais d'abord, notre invité ce soir, c'est Hugo Dallaire. Hugo qui va parler dans un premier temps de son expérience professionnelle là, des 20-25 dernières années. Là, Hugo qui a un background baseball là, très impressionnant, puis qui fait un retour avec nous là, depuis l'année passée, là, je crois. Si toi tu fais le segment niaiseux de la soirée puis t'es vraiment bon là-dedans, tu sais, chacun ses forces. De mon côté, là, je vais y aller avec le format intellectuel là, qui est ma deuxième passion. Là. Je fais pas juste être cave dans la vie, là, je suis capable d'être sérieux, mais pas longtemps de la shot, là, peut-être 10 minutes, là, puis je vais être toasté ben raide. Chronique littéraire ce soir, une découverte que je veux partager là, avec les gens de notre auditoire qui savent lire. Là. Fait que Gab, je te ferai un résumé de ton côté. Pas de Euh, problème. Puis après, on va jaser un petit peu avec Hugo de son retour au baseball, de son passage au football et tout. Et puis après ta chronique, Gabi, là, sur l'équipement. Fait que le temps que je jase avec Hugo, finalement, Gab, tu vas avoir le temps de terminer ta chronique. Tu vas avoir le temps en masse. Si Tania a pas manqué son vol puis tout va bien, elle va être avec nous pour le troisième segment où est-ce qu'on va, Hugo et Tania vont pouvoir jaser ensemble de leur background respectif. Fait que ça risque d'être pas mal sharp de ce côté-là. Fait que nous, Gab, on va être prêts à faire entrer Hugo dans un instant. Ben oui, pas de Fait problème. qu'on Fait que, on va revenir dans une seconde. Moi, mon son qui est encore buggé, bon, c'est ça, c'est que j'avais mal expliqué à Gabriel le concept. C'est pour ça que ça a pris une couple de secondes avant qu'on revienne. J'avais dit à Gab, écoute, on a des transitions, fait que le temps que ça arrive, on va faire rentrer Hugo, on revient. Puis Gab s'est dit, je vais animer la transition, toi, un animateur de foule en règle. Fait qu'officiellement, Hugo, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi, Jeff. Ben oui, good, super bien. Fait que avec Gabriel ce soir, on est super content que tu sois là. Merci. Ben oui, good, puis même que la semaine prochaine, mais tu vas co-animer avec moi, puisque Gabriel nous choke, nous fausse compagnie la semaine prochaine. Yes, on va essayer de rendre ça aussi niaiseux qu'avec Gab, mais sans Gab. Je pense qu'il va falloir un épouvantail dans le coin. Ici, on a nos logos Baseball Québec. Là, nous, quand on jase, on est en zoom, on le voit pas, mais les gens qui nous écoutent en ce moment voient une espèce de logo Baseball Québec en haut à droite. On mettra la face de Gab Piché là, en background quelque part là-dedans pour se rappeler de l'importance de pas se prendre au sérieux. Fait que... Parmi la gang, là, je suis le seul qui a à peu près pas d'expérience professionnelle comme arbitre. Finalement, j'ai une seule game au concours qui était, ma foi, mémorable. Gab a fait quelques matchs dans les dernières années au niveau... mais t'as fait la dernière année de la Canam, finalement, Gab. Puis c'est ça. Puis Hugo, t'en as fait une couple d'années. Fait que je pense que ça peut être intéressant d'entendre votre expérience respective, messieurs. Fait que Gabriel, je vais te laisser y aller là-dessus. Si vous avez des commentaires dans le chat, mais n'hésitez pas. Puis je vais m'assurer de transmettre l'information aux boys tout au long du premier segment. ben oui, ben écoute, en fait, Jean-François, je profite de l'occasion là, pour présenter aux gens là, Hugo, dans le fond, c'est un arbitre de longue date, c'est un arbitre d'expérience, là, mais pour les plus jeunes, puis même pour moi, quand j'ai entendu son nom pour la première fois, je dis
Chris, c'est qui ça, Hugo Dallaire? Mais pourtant, Hugo, c'est un des arbitres québécois avec le plus d'expérience. Fait que, il a fait un retour à l'arbitrage dans la dernière saison. Ça fait 2 ans que tu es de retour, Hugo? Ça fait 2 ans. J'ai fait 1 an. La première année, j'ai fait un petit peu de régional, j'ai fait du junior senior régional. Puis l'année passée, retour au junior élite, midget 3. Et en fin de saison, fait 2 matchs, dont un avec toi, Gab, là, à Trois-Rivières. J'en ai fait un à Québec avant ça pour voir un peu... voir la vitesse du jeu où on était rendu versus moi, là, après quand même une pause de 12 saisons d'arbitrage de baseball. Puis je me souviens, ce match-là, au 3e but, tu avais été solide. Tu n'avais raté aucun call. C'était vraiment très, très bon. Mais tout ça pour dire que Hugo, il a quand même un très grand historique, un bon background dans le baseball de haute compétition. Donc, dans le fond, pour ceux qui le connaissent pas, là, puis qui sont juste allés voir son profil Facebook, puis qui ont vu qu'il était habillé en ref de football, ben, ce soir, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur lui. Fait que, dans le fond, Hugo, pour commencer, là, la première question que j'aurais envie de te poser, là, c'est parle-nous un petit peu de ton parcours. Fais-nous un petit historique. Là. Je sais que tu as commencé à arbitrer en 1987. Je n'étais même pas né. Là, fait que, c'est quoi ton cheminement d'arbitre? Ouais, comme tu dis, 87, début de l'arbitrage. Puis, l'arbitrage, des fois, ça tombe dans nos vies de petit peu de façon inattendue. Moi, les arbitres de baseball dans mon coin qui venaient nous arbitrer au game quand je jouais, il y avait tous des scooters. Je te Colin, c'est nice, t'arbitres, t'as un scooter. Fait que je crée, mais il faut faire de l'argent pour me payer un scooter comme les autres. Là, ça a commencé un petit peu comme ça. Puis c'est devenu rapidement là, plus qu'une jobiste, vraiment devenu une passion. 93, premier séjour à Coco Expo avec Baseball Québec, le camp d'entraînement du Midget 3. Les plus vieux se souviendront là, de Gilles Taillon comme formateur d'arbitre, de Stéphane Crétier aussi à ce moment-là qui était là, Jacques Delisle, Yves Gagnon. Donc, tous ces gens-là. 95, deuxième visite à Coco aussi. Tout ça correspondu. 93-95, mes premières années Midget 3A. 97, Wendelstedt Umpire School. Au retour, la Prairie League dans l'Ouest canadien, Midwest des États-Unis. Ligue de baseball indépendante qu'il y avait dans ces années-là, qui n'existe plus. Retour au Québec après ça, junior élite, jusqu'à l'arrivée des Capitales en 99. Capitale de Québec à partir de 99, donc la Northern, la Northeast, la Canam, là, je ne sais plus dans quel ordre que tout ça a apparu, disparu, là, mais faites tout ça. Et puis, j'ai une blessure à un moment donné que j'ai traîné aussi, là, qui m'a fait un moment donné arrêter tout ça. Ça devenait difficile de composer avec... le travail, les matchs professionnels, 3 matchs de suite, 3 soirs, c'est des longues soirées. On arrive au stade de bonne heure, puis on part du stade tard le soir aussi. Là. Arriver au stade à 5h30, repartir de là à minuit, ça arrivait régulièrement. Puis qu'à un moment donné, j'ai dit non, là, ça ne fonctionne plus, ça ne marchait plus du tout. Fait que j'ai pris une pause à ce moment-là. Le football était arrivé aussi là, en même temps. Et jusqu'au retour, il y a 2 ans, en fait, c'est Fiston qui m'est arrivé un soir dans l'auto, un peu de nulle part. Il dit, Père, je vais arbitrer au baseball. Ah, fuck. C'est sérieux, on se rembarque là-dedans. Ouais, on est parti pour un autre ride, tu sais. Fait que je dis, c'est beau, on va faire les contacts, voir pour organiser ça. Fait qu'on envoie 2-3 messages, trouver une formation, envoyer les garçons suivre ça. Puis, croiser les vieux de la veille. Là, les gars de Québec, on connaît Michel Proux qui était là pour donner la formation. Yves Gagnon était sur le terrain. Tous ces gens-là, Marc Genet était là ce soir-là. Marc, à qui j'avais donné sa première formation d'arbitre niveau 1, là, il y a plusieurs années de ça. Fait que les gars ont essayé de me titiller un peu de revenir. Puis, sur le coup, je dis, non, t'es peut-être pas prêt à revenir sur le terrain. Je suis prêt à m'impliquer, mais pas nécessairement sur le terrain. Et puis, la semaine suivante, mon fils commence ses premiers matchs. Il fait un programme double de Pee-wee B à ses premières armes. Il est tout seul, puis il appelle les balles, les prises dans l'arrière du lanceur. Fait que j'ai dit, je pense qu'on a un problème. Je pense que je vais revenir. Et puis, c'est ce qui a amené là, mon retour il y a 2 saisons. Tu parlais tantôt, là, puis pour les gens qui sont à l'écoute, là, je m'excuse pour le petit bug d'image, là, c'est moi qui était pas prêt avec le son. À ce soir, j'étais sharp, mais avec l'image, je n'ai échappé une, my bad, là. Tu parlais, là, du camp à Cocoa et tout. Toi, tu m'as parlé ça d'une vision peut-être un peu plus avec la gang de Québec et tout, mais tu sais, moi, je sais pas si tu le sais, mais initialement, je suis de Lanaudière.
Fait que quand j'ai entendu parler de ces stages-là, c'est par des gars qui ont des anecdotes pas toujours présentables. Si je te parle de Pétois puis Martin Gravel, sans te dire exactement ce que ces gars-là m'ont dit comme anecdote en lien avec Cocoa, penses-tu que c'est vrai ce qu'ils m'ont dit? Ça avait de l'air débile comme quand, là. Probablement que tout est vrai et ils se sont probablement censurés. Parfait. Puis que toi, t'étais couché à ce moment-là. C'est ça? Ah, comme tout le monde. Tout est vrai, mais personne n'en a eu connaissance. Je vois le genre, ça va être bon. Non, là, les boys racontent des anecdotes, là, c'est c'est que des fois, de nos jours, avec les téléphones intelligents et tout, puis bon, on est plus soucieux de notre apparence également, fait que, tu sais, tout le monde fait un peu plus attention, mais les histoires de Mongols que ces gars-là peuvent raconter des fois, là, ça a vraiment pas de bon sens. Puis, en lien avec ça, tu as parlé par la suite de ton séjour à Wendell-Stead. Moi, ce qui me passionne, mais en fait, ce qui me passionne, ce qui m'intrigue toujours chez les gens qui font le saut, c'est faut que tu prennes un mois de congé à la job ou à l'école pour aller là quand même. Là, c'est un commitment incroyable. Est-ce que c'était pour l'expérience ou tu avais vraiment le goût de tenter ta chance chez les professionnels? Non, j'avais vraiment le goût. J'y allais vraiment pour tenter ma chance chez les pros. Je pense que la grosse différence entre quelqu'un qui va à l'école d'arbitre aujourd'hui et quelqu'un qui est allé, là, comme moi je suis allé en 97, un gars de Québec qui s'en va là-bas, il n'a aucune idée dans quoi il s'embarque dans ces années-là. Wendell-Stead ne publie pas des images 4 fois par jour de ce qui se passe à l'école et de comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'images, il n'y a pas d'archives qui existent sur comment ça fonctionne, c'est quoi une journée typique là-bas. Donc, tu pars, tu t'attends que ça va probablement ressembler un peu à Coco, mais en anglais tout le temps. Fait que tu te fais une tête là-dessus, tu arrives là-bas. OK, c'est un autre monde, tu es dans une autre réalité, c'est gros. C'est gros, puis ils font comprendre rapidement que c'est plus de l'amateur, que les gens qui sont là, les gars et les filles qui sont là, c'est parce qu'ils veulent aller au baseball professionnel. Ils veulent gagner leur vie éventuellement avec ça. Donc, tout est à cette proportion-là. Je me souviens, ceux qui ont lu les résumés que Jeff t'a fait de Tania cette semaine, elle mentionnait la présence de Charlie Rutherford au camp avancé. Charlie Rutherford était le chef instructeur à Wendell-Stead quand j'étais là en 97. Et la première chose qu'il nous a dit, la première journée, c'est « If you want to be an umpire, start looking like a fucking umpire ». Ça c'est du Charlie. C'est l'introduction de la journée 1. Puis la journée 2, tu as ton premier test de réglementation. Puis c'est pas compliqué, c'est une feuille blanche avec des dessins de gants de receveur, puis de joueurs de premier but, puis de joueurs de position. Puis inscris toutes les mesures que tu connais des gants. Tu fais OK, j'ai jamais appris ça au Québec, moi, là la mesure des doigts des gants et ces choses-là. Fait que tu comprends assez vite que tu tombes dans un autre monde. Tu arrives là avec des gars qui ont arbitré du gros calibre, soit collégial américain, des gros high school, ou même en ASA, la grosse association de softball aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un monde différent, puis tu réalises vite que, OK, c'est gros. On a Mitch en ligne qui dit que Charlie n'aurait pas aimé sa barbe. Mais en fait, c'est que ces gars-là, je le sais pas dans le temps, Hugo, mais maintenant, tu sais, tu peux... The Umpire School, là, mais en fait, les deux écoles savent pertinemment bien que s'ils veulent survivre, faire de l'argent, faut qu'ils accueillent des touristes. C'est un peu comme moi à ma retraite à 55 ans. Pas impossible que j'aille faire un tour là-bas, pis si j'ai mal à la hanche un matin, mais je resterai assis, tu sais. Fait que probablement que ta barbe passerait A1, mais si tu vas le voir un à un, puis tu te dis, écoute Charlie, j'aimerais ça être professionnel à un moment donné, c'est qu'il va te donner un casse-water en criant, puis en disant, attends-toi que tes problèmes, mon homme. Là, t'sais. C'est ça. Ils disent quand tu arrives à l'école d'arbitre, tu peux être en culotte de jogging, c'est pas grave, mais 15 minutes après, ils te font savoir que tes culottes de jogging sont pas sharp. Fait que c'est beaucoup là-dessus, c'est l'image, puis je pense que c'était encore pire à ce niveau-là il y a 25 ans que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des arbitres de baseball qui portent la barbe. On a vu Lance Barksdale en fin de saison qui avait une tentative de barbe là, avec ce que Lance a de poils qui peut y pousser d'en face. Mais Rob Drake en avait une vraie. Oui, mais tu sais, Lance était probablement était un instructeur, un arbitre des mineurs, puis il était instructeur en 97 à l'école d'arbitre. D'après moi, il devait se raser 2 fois par jour. Là. OK.
Fait que tout ça a évolué. Les tatous. Jamais qu'on aurait pu penser voir un arbitre professionnel au milieu, fin des années 90 qui aurait eu un tatou un tant soit peu apparent. Aujourd'hui, on l'a lu, Tania, ils ont demandé de cacher les tatous, ces choses-là, mais l'ouverture d'esprit est beaucoup plus là qu'avant sur ces choses-là. Effectivement. Puis tu parles que tu es allé justement à plusieurs écoles professionnelles puis tout ça. Mais qu'est-ce que, concrètement, là, l'école professionnelle, qu'est-ce qu'elle t'a donné comme outil de plus pour devenir là, un meilleur arbitre? Tu comprends que arbitrer, c'est pas juste te présenter sur le terrain 5 minutes avant, ramasser 2 line-up, puis appeler des balles, des prises, des sauves, puis des retraits. Tu dois avoir une maîtrise de la réglementation, puis pas juste de connaître la règle, son application, le pourquoi de la règle, puis le vocabulaire de la règle aussi. Quand tu as un instructeur qui sort sur toi dans une drill à l'école d'arbitre, puis qu'il veut que tu sois capable de dire non, la règle c'est telle chose. C'est obstruction parce que c'est telle chose, puis il veut entendre des mots du livre, il veut entendre que tu ne fais pas juste appliquer quelque chose qui avait pas l'air pas correct sur le terrain. Il veut vraiment là, entendre les mots. Fait que tu comprends l'importance de te plonger dans ton livre de règlement. Tu comprends aussi l'importance d'avoir un équipement qui est adéquat. Tu arrives, tu fais des matchs hors concours, des matchs simulés avec des gars de collège américain là-bas qui lancent la balle peut-être un petit peu plus fort que ce que tu es habitué de voir dans le midget ou dans le junior ici. Fait que ça aussi, c'est pas long que tu apprends que ça prend un bon équipement, un équipement qui est entretenu. L'uniforme, super important, c'est le décorum, c'est tout ça qui en fait partie. Puis ça, tu l'utilises, oui, dans ton arbitrage quand tu reviens ici, mais je pense qu'il y a des choses que tu peux retenir sur toutes les facettes de la vie aussi. Je donnais l'exemple de ce que Charlie Reliford nous avait dit tantôt, de si on voulait être des arbitres, de commencer à ressembler à des arbitres. Mais ça s'applique à n'importe quel sport, ça s'applique à n'importe quoi que tu fais dans la vie. Si tu fais quelque chose, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est investis-toi dedans, soit dédié à ça, soit prêt, soit équipé pour le faire. Si tu veux construire une maison et tu n'as pas de marteau, ça va pas bien, là. C'est le même principe qui s'applique, ça s'applique dans tout. C'est des grosses leçons de vie que tu peux aller chercher là. Fait que même quelqu'un comme Jeff, tu le disais, peut-être à 55 ans, décider d'aller faire le camp là-bas, puis tu décides de faire le camp de 5 semaines, être là pour le camp au complet, oui, tu vas ramener des choses de baseball, mais tu vas ramener des leçons de vie, tu vas ramener des choses qui peuvent s'appliquer ou tu vas pouvoir redistribuer dans plein de circonstances. Puis moi je le dis constamment aux plus jeunes arbitres, là, maintenant, j'ai ma job, je suis allé à l'école 2-3 fois dans ma vie, là, puis, mais sans la discipline que le baseball m'a emmené, là, je suis sweet fuck all, moi, là. Puis je suis pas gêné de le dire, là. J'ai crissement plus étudié le baseball dans ma vie que j'ai pu étudier à l'université, puis je pense que ma blonde m'écoute au 2e étage, puis elle doit dire, effectivement, c'est que t'as jamais vraiment étudié le baseball, t'as jamais étudié vraiment à l'école dans ta vie, mais le baseball, tu t'es donné, fait que cette discipline-là, je l'ai appris via le baseball, fait que je te rejoins à 100 000 à l'heure là-dessus, puis c'est sharp, puis pour t'enchaîner, tantôt, tu parlais de ton passage dans l'Ouest canadien. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ton école pro? Bon, mais visiblement, t'as pas eu le contrat tant attendu dans les mineurs. Fait que, j'imagine que t'as pris une autre tangente de ce côté-là. Ouais, moi, une fois que tu sors de l'école d'arbitre et ça n'a pas fonctionné, il faut que tu regardes qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui a pu arriver à ce moment-là. Moi, je pense que j'étais juste pas prêt à me rendre là-bas. J'étais pas prêt en termes de... Tu penses que ce qui se fait comme baseball chez vous, puis les signaux, puis ces choses-là, c'est ça partout. Puis là, tu arrives là-bas, puis à un moment donné, les gars font plus les mêmes signaux, font plus les mêmes affaires, tu as moins de communication. On avait une façon de travailler au Québec puis au Canada qui n'était pas nécessairement aussi basée sur ce qui se fait dans le pro qu'on l'est aujourd'hui. Puis j'ai eu de la misère à m'adapter à ça. Je sais que j'ai eu un bas classement là-bas, mais juste pas assez pour avoir un contrat là, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de là? On a 2 choix. On revient chez nous, on arbitre du junior élite. Il n'y avait pas de baseball senior de la qualité qu'on a aujourd'hui là, au Québec. Il y avait quelques ligues régionales, puis des fois, ça ressemblait plus à du vaudeville organisé puis fédéré qu'à du bon baseball, là. C'est la réalité à ce moment-là, Jeff. Écoute, il s'est passé des choses dans le baseball senior au milieu des années 90 qui sont pires probablement que ce que tu as entendu sur les arbitres à Coco, là.
Mais c'est que les gars de Coco m'ont conté ce qui se passait aussi ailleurs, là, fait que... fait que tu sais, il existait dans ce temps-là une espèce de bottin papier qui devait avoir à peu près 25-30 pages, qui était un répertoire de toutes les organisations de baseball puis de tout ça dans le monde. Fait que tu t'installes, tu refais ton CV, tu trouves des traducteurs, mettre ça dans 2, 3, 4 langues, tu t'installes à ton fax. Pour les plus jeunes, vous vous informerez c'est quoi. Puis, tu trouves les fuseaux horaires, puis tu faxes ces heures de bureau, puis tu essaies d'appeler un peu partout dans le monde à différentes heures du jour et de la nuit ici pour avoir des contacts, puis trouver une job. Dans mon cas, je me suis retrouvé avec 3 possibilités à ce moment-là qui s'offraient à moi. La première était la Northern League qui existait avec le club à Winnipeg. On m'offrait de m'en aller là à temps partiel, puis de faire du baseball senior quand l'équipe ne serait pas à Winnipeg. Ce qui, au niveau financier, m'aurait coûté pas mal d'argent pour arbitrer dans le fond cette année-là. Puis l'offre de faire du baseball senior, encore une fois, le comparatif que j'ai, c'est le baseball senior qu'on avait à Québec, qui était du baseball correct, mais pas pour dire je vais aller faire ça tout l'été comme arbitre pro. La deuxième option qui s'est offerte à moi, c'était le Japon. Par contre, les officiels étrangers devaient mesurer au moins 6 pieds là-bas. Parce que surtout à ce moment-là, les arbitres de baseball avaient un standing social qui était assez élevé. C'était considéré là, quasiment comme des demi-dieux au Japon. Donc en bas de 6 pieds, un Nord-Américain qui s'en allait là-bas, on oubliait ça. Fait qu'il est resté la Ligue des Prairies. Tu mesurais pas 6 pieds? Non, pas dans ce temps-là, puis pas encore aujourd'hui. Ah, ok. Fait que je me suis retrouvé là, à arbitrer Saskatoon, Brandon, Moose Jaw, Regina, puis quelques villes américaines, là, Dakota du Nord, Dakota du Sud, puis ces coins-là, puis une ville qui était vraiment loin des autres, là, qui était Minneapolis, au sud de Minneapolis. Ah ouais, c'est loin ça. Oui, c'est 26 heures de route là, entre les deux équipes les plus loin là, de la Ligue. On a eu à faire ce trajet-là une fois en série. C'est assez rock'n'roll. Là, tu arrives là-bas, c'est la première année qu'ils ont des arbitres à temps plein qui voyagent dans la Ligue. C'est la première fois qu'ils ont à fournir des hôtels, puis des clubbies, puis des repos officiels dans la chambre. Donc là, ils apprennent à la dure quand on arrive là-bas que certaines affaires ne fonctionnent pas dans les hôtels, puis il y a des choses qu'on ne peut pas endurer. Premier hôtel qu'on se présente, la première série, on est à Moose Jaw. La chambre doit être à peu près, à peu près le tiers de la grandeur du vestiaire des arbitres au Stade à Québec. Il y a 2 lits simples dans ça, placés en L, avec une petite télé noire et blanche 14 pouces sur un trait en métal à roulette. Puis une espèce de grosse coquerelle qui se promène dans le bain. Pareil comme au motel Princesse. Ouais, d'après moi, le Princesse, c'était la version de luxe de ça. OK. Fait que la première journée au bureau, on s'est présenté au DG de l'équipe puis on lui a dit « T'as pas de game d'ouverture à soir. » Il dit « Comment ça? Tu vas nous trouver un meilleur hôtel que ça parce que t'as pas de game à soir. » Fait que c'est comme ça que l'aventure pro a commencé. Ça a été la première journée. On a vécu cette année-là un club qui a fermé en pleine saison, que les joueurs ont brûlé leurs uniformes sur le terrain en protestation. On a vécu, toujours à Moose Jaw, l'équipe qui ne voulait pas perdre une gate sur un programme une journée, qui ont décidé, parce que le terrain était mouillé, de mettre le feu au terrain pour le sécher. OK, le mythe du gaz pis tout, là. Ouais. Ils ont mis le feu au terrain pour assécher ça, pour pouvoir jouer le match. Finalement, ils ont été obligés d'évacuer le quartier parce que c'était trop... l'air était trop lourd dehors, puis le fume restait à hauteur... quasiment à hauteur du terrain. Fait que tout le quartier autour a été évacué, puis on n'a pas pu jouer là pendant 2 jours. Ah, puis ça peut être sec longtemps, Moose Jaw, là. Ouais, puis tu sais, écoute, la première fois, je demande à quelqu'un, on était au meeting de la Ligue avant de commencer, qui était à Regina. Je demandais « Where's Moose Jaw? » Le gars me répond « 5 feet from Moose Ass. » C'était la réalité. Moose Jaw, pour ceux qui sont allés dans l'Ouest un petit peu, aujourd'hui, c'est une ville qui a quand même une certaine activité. Dans ce temps-là, il y avait une base militaire, un Walmart. Un Tim, c'est clair. Non. Même pas? Non, pas dans ces années-là, non. Écoute, c'était pas mal ça, puis un terrain de balle. Tout ce qu'il faut pour vivre. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il faut pour vivre. Fait que non, c'était... fait qu'on se promenait comme ça dans ces villes-là. C'est l'année des Jeux du Canada à Brandon. Fait qu'à un moment donné, on a été kick-out de Brandon pendant une couple de semaines. On ne pouvait pas y aller parce qu'ils préparaient les Jeux du Canada. À un moment donné, on a passé plein de temps là-bas. Fait que là, t'arbitres le même club pendant
10-12 games de suite en 13-14 jours. Fait qu'avec tout ce que ça peut amener d'aventure puis de chroniques littéraires à écrire après les parties quand tu vois trop souvent le même monde. Fait que, ça s'est terminé avec une ligue qui a fait faillite à la fin de la saison. Là. Peut-être que je devrais perdre espoir, mais j'ai toujours espoir que mon dernier chèque de paye va arriver un moment donné. Là. Et là, parle-moi de ça, un gars qui vit d'espoir. On a Phil Cavendish sur le chat, là, qui est un arbitre de l'Ouest canadien. Là. Phil, excuse-moi, je me rappelle plus de de la Saskatchewan, me semble, de mémoire, là, qui nous dit que la chambre d'arbitre est encore plus tight aujourd'hui à Moose Jaw, qu'elle n'a pas élargi avec les années. Là. on a un auditoire national, JF, ce soir. Non, mais on avait Seb Goulet la semaine passée, on était jusqu'en Chine. Là. Ouais, effectivement. Ça veut dire qu'il y a probablement un espion chinois qui écoutait ce que Sébastien écoutait. Fait que quelque part dans un palais top secret en Chine, il y a un gars qui disait qu'est-ce qu'ils disent ces hosties-là, tu sais. Fait que c'est ça, on est espionnés, ça y est, c'est fait. Saskatchewan pour Phil, merci. Fait que ça, j'imagine que... Est-ce que tu parlais un peu anglais avant de te lancer dans cette aventure-là? J'avais un anglais correct, je te dirais. Puis avant de partir pour l'école d'arbitre, là, j'ai vraiment pris du temps off du cégep puis de tout pour me concentrer vraiment plus sur améliorer mon anglais. Fait que j'avais lu beaucoup de livres en anglais, travailler, regarder la télé le plus possible en anglais aussi pour améliorer ça. Fait que j'avais un anglais qui était fonctionnel, puis qui s'est amélioré ensuite. Là, veux pas, avec les 5 semaines à l'école d'arbitre puis avec l'été passé là-bas, t'as pas le choix de te débrouiller encore un peu plus parce qu'à un moment donné, manger same thing, ça devient plate, manger toujours du same thing. Là. Fait que tu le développes, là, t'as pas le choix. C'est une question de survie à un moment donné. Parfait. Puis est-ce que ton retour au Québec a coïncidé directement avec l'arrivée des capitales puis du baseball professionnel dans la ville de Québec? À 1 an d'intervalle. Je suis revenu en 98, 99, les capitales sont arrivées. Fait que ça a été le début là, d'une autre belle aventure à Québec à ce moment-là. Ouais. Est-ce que la Ligue à Québec, on parle beaucoup, tu as fait du baseball indépendant, mais on sait que dans le baseball indépendant, des fois, il y a des ligues qui sont plus broches à foin que d'autres, on va se dire. Est-ce que la Ligue qu'il y avait à Québec ou encore la Ligue d'aujourd'hui est mieux organisée que d'autres ligues ailleurs, par exemple, que celle de l'Ouest? Ou c'est quoi les différences? Au niveau structure, ce qu'on a vécu comme baseball pro à Québec, autant là, avec le début avec la Northeast et la Northern après ça, c'était des structures qui étaient beaucoup plus solides, beaucoup mieux organisées comme ligue que ce que j'avais connu là, dans l'Ouest. Au niveau du calibre de baseball, le baseball indépendant, le niveau de jeu varie beaucoup en fonction du lanceur que tu as sur la butte. Tu as des lanceurs dans ces niveaux-là de baseball qui peuvent être des lanceurs de calibre 2A. Puis il y a des soirs où tu pognes le bas de la rotation que tu te demandes si le gars aurait survécu dans la Ligue des recrues. Là, quand tu as le premier catcheur de l'équipe en avant de toi, c'est déjà un indice. Quand tu as le deuxième catcheur de l'équipe qui catch une game à tous les 7 ou 14 jours, ça aussi, ça change l'allure d'un match. Fait que ça varie beaucoup. Le baseball qu'on connaît à Québec présentement est un petit peu plus élevé comme calibre que ce qu'on avait en 97 dans l'Ouest. Par contre, couple d'anciens joueurs des majeurs qui venaient lancer de temps en temps dans cette ligue-là. Kent Colvey a lancé là. Dan Cousenberry a lancé là, lanceur qui lançait par en dessous. Là. Fait qu'on a pogné des lanceurs qui ont vu des balles rapides à 98-99 000 à l'heure qui sont arrivés. Il y a un match où il y avait un scout des Red Sox qui était là. Ça faisait 2-3 jours qu'il était là. On avait eu la chance de jaser un petit peu avec lui. Puis je faisais le 3e match de la série au Marbre. Puis, à un moment donné, une balle rapide sur le coin. Appelle une prise. Puis je la trouvais fumante pas mal. Fait que j'y lâche un petit coup d'œil sur le côté. Il me crie 99. Puis le lancer d'après, quand j'ai entendu le son de la balle, comment la balle a fumé au Marbre, je savais qu'on venait de frapper le 3 digits sur celle-là. Puis quand je l'ai regardé, il m'a fait signe que oui, le gars venait de lancer 100 000 à l'heure. Là, ça bute en avant. C'est quelque chose. C'est des bonnes balles rapides. Là. Quand tu arrives avec des balles rapides de 96 et plus, là, c'est des bonnes balles rapides. T'espères que le monsieur accroupi en avant de toi ait une maîtrise de son art à un niveau optimal, rendu là. Ouais. T'espères que le lancer qu'ils ont décidé de laisser passer parce qu'ils t'aiment pas soit pas celui-là. Ouais. Hey, Gab Piché, tantôt, parlait du côté, des fois, un peu folklorique du baseball mineur ou du baseball indépendant.
les gens se font souvent une image, tu sais, glamour d'un arbitre qui se promène de ville en ville, puis qui suit l'équipe, puis, tu sais, évidemment, un lifestyle incroyable, mais à moins d'être dans les majeurs, puis peut-être au niveau 3A, surtout dans l'Ouest où les gars voyagent un peu en avion, hey, c'est une vie de semi-misère, là, 20 heures sur 24, cette histoire-là. Là. Ah oui. Écoute, depuis une couple d'années, si on regarde le baseball affilié, les arbitres des ligues mineures ont des conditions de travail qui sont un petit peu mieux qu'ils étaient il y a une dizaine d'années. Il y a eu de l'amélioration qui s'est faite. Mais quand on se reporte là, dans ces années-là, 97 à 2000, un arbitre dans le baseball indépendant à temps plein ou un arbitre des ligues mineures gagnait aux alentours de 700 $ par mois. OK? Puis tu avais un petit per diem, puis il te donnait 2 hot dogs puis une frite après un match, puis il faisait ton lavage entre les matchs. Le reste du temps, tu te promenais dans les hôtels, tu surveillais les spéciaux au 7-Eleven pour savoir ce que tu mangeais dans ta journée. Puis une fois de temps en temps, tu payais du luxe, tu allais te chercher une pizza là, en quelque part en spécial ou quelque chose comme ça. Là. C'était le luxe, puis tu gardais tes coupons parce que tu voulais les rabais. Là. La pizza gratis après 6, là, tu la voulais. Là. C'est quoi la meilleure chose que tu as mangée sur la route pendant ton baseball indépendant? Ou la pire chose? Peut-être ça va te venir plus à l'esprit. je te dirais, honnêtement, ça se ressemblait pas mal tout le temps. Ça a été des burgers, des hot dogs, de la pizza quasiment tout l'été. Il n'y a pas... Puis, il y a des jours de match. Là, à un moment donné, quand la Ligue a commencé à avoir de la misère, les payes rentraient moins réguliers. Là. Puis tu te dis, crème, je vais rester parce que de toute façon, présentement, j'ai même pas l'argent pour retourner chez nous. Là, fait que je suis aussi bien d'endurer un peu. Puis tu te gardais 2 pointes de pizza la veille pour pouvoir déjeuner le matin. Puis là, il pleuvait, puis il n'y avait pas de game. Tu savais que tu venais de perdre un repas gratuit au stade. Ouais, mais une pizza pour déjeuner, moi, t'as dit, c'était écœurant. Ah, c'est un classique, là, la pizza comptoir, c'est un classique, mais tu t'attends à autre chose, honnêtement, quand tu arrives dans le baseball pro, peu importe le calibre, tu t'attends à un minimum de classe ou de décorum. Puis t'es dans des petites villes, puis c'était la politique, puis c'était dans nos contrats, c'est pas compliqué dans ce temps-là. Si tu voyais des joueurs ou des entraîneurs arriver dans une place où tu étais, tu devais quitter. Mm-hmm. Ben, tu sais, il y a des places qui n'ont pas bien des endroits pour sortir, des endroits pour aller tuer le temps, là. Fait comme vous étiez tous dans rangée 12 chez Walmart, c'est ça? C'est ça. Fait que tu sais, t'arrivais à Regina, il y avait un gros bar dans la place, puis ça donnait qu'il était au sous-sol de notre hôtel où nous autres on restait. S'il fallait qu'il mouille un jeudi, puis tu t'en allais là, écoute, c'est pas compliqué. Les deux équipes étaient là. Fait que tu allais au liquor store, puis tu remontais dans ta chambre. Mais fait que, pour ceux qui savent pas c'est quoi le day-to-day d'un arbitre pro, là, peux-tu me décrire c'est quoi la journée type d'un arbitre? Comment ça fonctionne? Si on prend, mettons, une journée, là, un premier match d'une série, là, souvent ça ressemblait à quitter tôt le matin la ville où on était pour se rendre dans la nouvelle ville, arriver là-bas en quelque part en début, milieu d'après-midi, dépendamment du temps de route à faire. Se présenter au stade, aller aviser là, l'équipe qu'on est arrivé, aller voir s'il y a des choses spéciales, s'assurer des heures de début des matchs, s'assurer, voir y a-t-il des présentations spéciales, y a-t-il des choses là, qui vont venir un petit peu modifier la routine d'avant-match. Vérifier un petit peu les prévisions météo aussi pour ces journées-là. Faut qu'on se rapporte, moi, dans des années où on n'avait pas de cellulaire, pas d'ordinateur portable avec Wi-Fi et ces choses-là. Fait que l'équipe était notre source d'information, autant de météo, savoir y a-t-il des nouvelles de la Ligue aussi, y a-t-il des choses qu'on doit savoir à ce niveau-là. Suite à ça, c'était l'enregistrement à l'hôtel. Pour un match à 7h, on revenait à 5h15, 5h20 au stade. Préparation tranquillement, frotter les balles, le classique de frottage de balles. Et puis, match à 7h05, ça veut dire 7h moins 5 à peu près sur le terrain. Rencontre les entraîneurs, hymne national. Puis, comme il disait, 7:05, first pitch down the chute. Puis ça commençait. Puis après le match, on se déshabille, on nettoie le stock, on accroche ça, on donne le stock au clubby qui est à laver. On mange, on retourne à l'hôtel, on se repose un peu, puis on reprend ça. Puis des fois, on voyageait après le 3e match, dépendamment où on allait aussi. Ouais, parce que ça, c'est une affaire de voyagement, là. J'imagine que surtout dans ces années-là, où est-ce que la zone de prise était beaucoup moins surveillée qu'aujourd'hui, où est-ce que tout est tracké, la Traveling Day Strike Zone, ça devait pas être un mythe, là. C'est-à-dire que t'as ta game du dimanche en après-midi, tu le sais que t'as 10 heures de char, ça s'appelle « Et lance-toi, mon ami », là.
Écoute, le dimanche, là, souvent, tu avais le deuxième catcheur de l'équipe, puis ça arrivait souvent que par hasard, tu pognais le sixième lanceur de la rotation. Fait que le vieil adage du strike send out, make you home faster, il s'appliquait. Et non, c'était beaucoup de routes. C'est des 6, 7, 8 heures de route entre deux matchs. Là. Des fois, tu voyageais le soir, t'arrivais tard dans la nuit, puis tu avais un match à 14 heures le lendemain aussi. Là. Ça arrivait, spécial école ou peu importe. Là. Effectivement. Puis, si vous avez des questions pour Hugo dans le chat, gênez-vous pas. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une. Effectivement, Gabriel, nous avons Seb Provo qui demande, est-ce que tu voyageais seul ou vous étiez en crew toute l'année? En crew de 2, évidemment, à ce moment-là. Ça l'a changé en cours de saison. Moi, j'avais un partner, un gars de l'Ontario, qui était avec moi pour commencer la saison. Et puis, on a voyagé ensemble là, pas mal tout le temps, les premières 4 semaines à peu près. Après ça, il y a un arbitre qui s'est blessé. Il y a eu du fill-in qui s'est fait par des locaux. Fait qu'on a joué un petit peu avec les crews selon où on était puis les équipes. Fait que là, des fois, on était seul, des fois, on était 2 pendant une couple de semaines. Après ça, lui, il est revenu. Cet arbitre-là est revenu à temps plein après la blessure. Mon partner a décidé de retourner à l'université. Fait que je suis allé le reconduire à l'aéroport un matin. Puis, c'était un type qui était particulier. C'est le genre de gars, la première fois, il m'a entendu parler au téléphone en français, il était en maudit, il m'a interdit de parler français quand il était en présence de lui. Puis il jouait avec, comment ça s'appelait, les petites consoles de jeux vidéo portatifs dans ce Game Boy. Ouais. Fait qu'il jouait avec son petit Game Boy dans l'auto pendant que je conduisais, là, avec les pip, 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 la patente. Puis à un moment donné, j'ai pris le Game Boy en plein milieu de la nuit, j'avais un toit ouvrant dans l'auto, puis je l'ai juste tiré dehors. Yes, sir. C'était malade. Fait que on avait une super belle relation, lui puis moi. C'était vraiment génial. Fait que quand il m'a dit, je pense retourner à l'école, puis il y a un vol après-midi, tu veux-tu être reconduire tout de suite? Ouais, c'est ça. Fait que ça s'est passé un petit peu comme ça. Puis après ça, il y a un Américain qui est venu là, finir la saison avec moi, puis avec qui on a voyagé. Là, j'ai voyagé là, pour finir la saison régulière, puis les séries. C'est sûr que c'est toujours plus plaisant d'arbitrer avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ouais, ça amène une dynamique au niveau du contrôle de match, au niveau de la gestion de partie qui est différente parce que si tu n'as pas confiance à l'autre sur le terrain, puis tu sais qu'à la première occasion, il peut te backstabber ou ça peut pas fonctionner. Là. Ouais. Puis, tu sais, t'as arbitré sur comme 8 générations, là. Fait que, tu sais, si je te posais la. Hey, c'est Hugo, c'est pas Yves Gagnon, là. Calme tes nerfs, c'est malade. Okay. C'est pas cet épisode-là. Non. Parfait. Non, mais en fait, tu sais, la question que j'avais pour toi, c'est, tu t'as arbitré quand même sur plusieurs années. Fait que si je te posais la question, qu'est-ce qui a le plus changé entre avant puis maintenant dans le baseball ou du côté arbitrage? C'est quoi le plus gros changement, là? Le téléphone cellulaire? Oui, parce que, tu sais, avant ça, là, il arrivait une niaiserie, ça se racontait en anecdote, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, tous les matchs sont filmés, tout le monde est toujours prêt à sortir le téléphone puis à filmer un officiel dans un mauvais moment ou à éditer une vidéo pour extraire le 3.2 secondes que l'arbitre a l'air fou sur 15 minutes de gestion d'un événement. Fait que le téléphone a beaucoup, beaucoup changé. Toute la technologie a beaucoup changé cet aspect-là. Tout est filmé. Écoute, je me suis fait un match cet été, puis on a un joueur dans le junior élite qui est aussi un officiel qui, le soir même ou le lendemain du match, je ne me souviens plus trop, m'envoie une photo où, d'un certain angle, le caméraman a pris le photographe a pris une photo où tu as l'impression que le gars est peut-être sauf au lieu de mort. Là, Puis là, tu as une histoire de 3/4 de pouce sur une photo en angle. Ça arrivait pas. C'était correct, c'était drôle. On a bien ri, puis c'est un bon kid. Là. Mais bonjour, M. Bovet, vous êtes probablement à l'écoute de toute façon, mais. Mais tu sais, ça serait pas arrivé il y a 15 ou 20 ans, ça n'existait pas. Fait que l'aspect technologique est venu faire en sorte que les arbitres, tous sports confondus, sont évalués presque en temps réel par tout le monde, tout le temps. Il y a des choses qu'on disait sur le terrain, peut-être à la fin des années 90, à un moment donné, pour calmer quelqu'un ou saisir quelqu'un pour qu'une situation arrête, que si j'utilisais ce langage-là aujourd'hui ou cette façon de faire-là aujourd'hui, j'aurais probablement assez de contenu pour m'ouvrir un OnlyFans. Là.
Mais ça serait pas mal plus payant qu'arbitrer une game de baseball. Ouais, puis je pense que c'est pas imposable en plus. Fait qu'écoute, ça serait juste génial. Là. Fait que, ça, pour moi, l'aspect technologie a été la grosse différence dans le monde du sport. Mais tu sais, comme moi, j'étais un peu entre les deux générations. Là. J'étais arrivé en 98 dans l'arbitrage. Ça va faire 25 ans cette année. Là. Tu sais, j'ai vécu l'espèce de switch entre l'espèce de folklore où tu pouvais dire à peu près ce que tu voulais, où est-ce que tu pouvais lâcher un « t'as fermé-tu ta gueule » bord en bord du terrain, personne ne faisait de cas. Tu fais ça aujourd'hui, mais c'est mal vu par le monde du baseball, c'est mal vu de plein de façons, c'est pas la bonne image, puis il y a beaucoup d'arbitres qui malheureusement ont de la difficulté à s'adapter à une approche beaucoup plus... tu sais, je dirais pas professionnelle, parce que dans le pro, ça déconnait autant, mais beaucoup plus éthiquement responsable, disons-le comme ça. Fait que, de ton côté, est-ce que ça a été facile de t'adapter, ou est-ce que tu vois des bons côtés, ou s'il y a des soirs, tu t'ennuies solide du bon vieux temps, ou est-ce que tu pouvais brasser la soupe jusqu'au lendemain si tu voulais, là? Ben, s'ennuyer, non, parce que faut comprendre que si nous autres, on pouvait utiliser un certain type de langage pour contrôler une situation, ben on devait endurer un peu plus un certain type de langage aussi en retour. Fait que ça faisait des discussions parfois qui relevaient plus des shows et du folklore du baseball qu'on ne voit plus aujourd'hui. Tu sais, des bedaines à bedaines, on n'en voit plus bien là, aujourd'hui, puis des calottes qui se touchent, puis c'est plus dans l'historique du baseball. Ouais, puis avec la distanciation aussi, c'est mal vu. Là. Ouais, c'est ça en plus. Là, mais tu sais, il faut comprendre qu'à certains niveaux de jeu, un bon ta-gueule, là, ben, des fois, ça évitait 3 expulsions. Aujourd'hui, ben, on expulse peut-être plus qu'on expulsait, je pense, il y a 25 ans. Il y a plus d'expulsions. Mais on n'a plus le droit de dire ta gueule. Ben, tu sais, on endure moins. Il y a eu tellement d'abus envers les officiels aussi qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix de mettre une ligne, de mettre une clôture et de dire non, ça ne s'endure plus. Parce que ce qui s'endurait dans le baseball majeur à la télé, ce qui s'endurait dans le baseball pro, affilié ou indépendant, puis ce qui s'endurait dans le junior élite, c'était rendu que les kids de 12-13 ans devaient l'endurer dans des matchs de t-ball puis de lance-ball. Fait que tu sais, ça avait comme plus de bon sens, là, c'était... il y a une notion qui s'était complètement perdue. Il faut se souvenir que le baseball pro, là, c'est un show. Hein. L'intro du baseball le disait, puis au football, puis plein de sports, c'est « Welcome to the big show ». C'était ça, puis ça faisait partie du show. Puis un peu dans le junior élite au Québec, ça faisait un petit peu partie du show aussi, d'avoir un PIDS à Québec où ces gars-là qui sortaient, Yann Jordan, dans le temps qu'il coachait à la salle, qui sortait. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, on se parlait d'en face un peu. Puis à la fin de la game, on se croisait dans le parking, on jasait, on avait du fun. Puis on se disait, on se revoit-tu bientôt à Jeux-Orbite la semaine prochaine? Hey, cool, bonne semaine, on se voit samedi prochain. Ça, il n'y a pas de rancune. Toi, Gab, tu les as pas connus ces années-là. Moi, j'ai connu la fin de ça, là. Tu sais, je me rappelle un moment donné à Laval, une engueulade monumentale avec le coach. Puis, en tout cas, c'est qu'il me dit de quoi, puis je le digère mal. J'arbitre avec P3, là. On va tout de suite mettre les choses au clair, là, pour mettre l'anecdote en relief. J'arrive dans la chambre, puis je suis pas content de la façon dont le coach a abordé la discussion avec moi, qui était jeune arbitre à l'époque dans l'élite. Pierre-Paul, il me dit, on va aller régler ça face à face. Ça s'est fini avec 3-4 Coors Light dans la chambre des coachs, en train de dire, tu sais, t'as pas été sharp avec moi tantôt, jase un peu, blablabla, finis ça, gros high five, tout le monde chez eux. À cette heure, il y a moyen peut-être de discuter, mais la proximité qu'on avait, il y a pas si longtemps, où ça serait tellement mal vu qu'on oublie ça, ces choses du passé, là. C'est ça. Fait que, tout ça a évolué, je pense, d'une bonne façon en général. Il faut juste réussir à trouver le juste milieu puis à bien fonctionner avec ça, puis comprendre que ben, quand tu arbitres des kids de 12 ans, le match ne peut pas se dérouler nécessairement de la même façon qu'un match de pro indépendant ou de junior élite ou de senior majeur. C'est pas la même communauté qui est là. Puis la relation avec les entraîneurs, la relation avec les dirigeants, ben souvent la relation que tu réussis à établir en dehors du terrain avec ces gens-là, c'est ce qui va te sauver de certaines situations sur le terrain. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile l'année passée, mon retour dans le junior élite, c'est que je ne connaissais pas ces individus-là. Un Martin Pouliot, un Joss Blais, un Billy Clark qui coachait à Montréal dans le temps, ces gars-là, je savais quoi leur dire un moment donné juste pour diffuser un peu tout ça puis que ça se calme. Aujourd'hui, je veux dire, j'arbitre des gars qui
Ils me disent, va demander à Mike, il va te donner, il va te le dire. Dans les 4 coachs que là, c'est lequel, Mike? J'en ai aucune idée, moi, là. Non, c'est ça. T'sais. Ben, ça, de Fait connaître les gars, c'est comme. J'ai trouvé plus facile de revenir. Ouais, j'ai trouvé plus facile de revenir au pro avec un Scalabrini que je connaissais déjà que de revenir au junior elite avec complètement de l'inconnu, là. Ouais, quand tu connais pas les gars sur le terrain, ça change la donne pour la gestion de match. Puis, tu sais, on parlait de technologie qui avait évolué. On parle de folklore, de show, un petit peu. Je t'amène à la question classique là, qui est posée pas mal dans le temps moderne, là, la fameuse zone de prise électronique là, tu sais, c'est quoi ton opinion, toi, là-dessus? Tu as vécu le passé, tu as vécu le show, le folklore autour de ça. Tu sais, c'est quoi ton opinion? Tu sais, ultimement, là, peu importe le sport, je pense que l'objectif des ligues, c'est d'obtenir le bon call, la bonne décision sur quelque chose. Je pense que la reprise vidéo a amené du bon. Certaines choses, ça a peut-être ralenti des fois un petit peu le tempo des matchs, là, ça amène des coupures qui sont plates un peu, mais ultimement, ça a amené une perfection à l'intérieur du match. Et ça a surtout permis de voir que les arbitres qu'on pensait qui étaient peut-être pas si bons que ça, ben, s'en sortent avec des taux de 98-99% de vérité lors des reprises vidéo. Fait que, tu sais, puis je pense qu'avec toutes les multi-angles, c'est 360 degrés de caméra maintenant dans les stades, puis ça, on voit que les arbitres, surtout dans les calls sur les buts, ont beaucoup plus souvent raison que tort, dans des très, très forts pourcentages. Fait que ça, la technologie est venue aider puis confirmer en même temps ce que plusieurs doutaient, c'est-à-dire qu'on était capable de faire une bonne job sur le terrain. Au niveau du marbre, la Moses de zone de prise, là, c'est une balle qui bouge, qui monte, qui descend, qui se tasse, qui avec un frappeur qui bouge. C'est pas une zone de prise, c'est pas one size fits all. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est intangible. Hein? Puis on a vu que même avec les fameux robots Hump, c'était pas parfait. On a vu des balles toucher le sol puis passer à hauteur des genoux. Après ça, être appelé des brises. Puis il y a un gars en arrière qui porte un uniforme d'arbitre, qui a un écouteur dans l'oreille, puis qui est obligé de dire prise quand ça arrive. Honnêtement, je ne serais pas à vivre avec ça. Je ne serais pas capable d'aller m'installer là puis d'avoir quelqu'un qui me dit dans l'oreille c'est une prise quand je sais très 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 bien que ça ne fonctionne pas. Fait que oui, il y a du bon avec les technologies. L'arbitre électronique en arrière du marbre pour appeler les balles et les prises, ça n'a pas fonctionné puis ils sont en train de l'enlever, mais qui garde la technologie pour aider, par exemple. Oui, effectivement. Parfait. Hey, moi, Gab, je passerai au prochain segment. Ah oui, sans problème. Allons-y. Parfait, mais juste pour le plaisir d'entendre le thème, parce que on a eu vraiment beaucoup de temps cette semaine pour faire des thèmes. Fait que je vais comment que Régis Lévesque disait ça, promoter. Je vais faire la promotion de mon propre thème. Alors, on va passer à la classe de JF. On vous revient dans un instant. What I'm talking about might save your life someday. Okay, Mr. Mackey. Fait qu'on revient tout le monde, bonjour, ben oui. Fait que, super bon thème. Fait qu'on y va avec un segment. Quoi qu'on était assez sérieux ce soir, Gab, là, on n'a pas trop déconné jusqu'à date, là, mais il nous reste encore du temps. Fait que, la deuxième bière va se déboucher. Ça va peut-être commencer. Mais lâche pas. Fait que pendant que t'abuses, moi, je voulais vous présenter, en fait, mais à chaque fois qu'on va avoir un invité comme ça, c'est de présenter quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau de l'histoire, au niveau du folklore du baseball qui est en lien avec ce que notre invité a vécu. Et dans ce cas-ci, c'était peut-être le livre Everything's Happened in Chillicothe. Fait que là, je l'ai ici dans les mains. Fait que je vais vous le présenter là en écran à l'instant. Fait que c'est un livre qui a été écrit là, au début des années 2000 par Mike Shannon, qui raconte l'histoire de Max McCleary, qui est un arbitre là, qui avait un seul œil. Fait que pensez-y les boys, l'arbitre avec rien qu'un œil, juger la zone de prise, il faut absolument là, avoir une maîtrise de soi, là, ou une maîtrise de la zone des prises, là, tout à fait incroyable. Et ce qui est fort pertinent avec ce livre-là, ou avec l'histoire, c'est qu'on raconte l'aspect très peu glamour de l'arbitrage dans le baseball indépendant au début des années 2000. Fait que, tu sais, à l'intérieur du livre, il y a plusieurs anecdotes où est-ce que le gars, il se promène dans un vieux char totalement dégueulasse. Là, tu te demandes s'il va arriver à ses games à chaque fois.
des distances incroyables. Le gars souvent retourne à la maison entre les séries ou entre les matchs. A ça des jobs quand même. Fait que, tu sais, pour des salaires de misère, là, où est-ce qu'il se demande comment il va payer les comptes, mais l'amour du baseball est là malgré tout. Fait que ça, c'est quelque chose, là, l'amour du baseball revient souvent lorsqu'il est question d'arbitrage à ce niveau professionnel-là. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est qu'on raconte l'histoire des joueurs dans le baseball mineur affilié, parce que depuis tantôt, les boys, on parle de l'arbitrage comme quoi c'est pas toujours glamour comme milieu, mais les joueurs, là, c'est souvent pas le mieux, là. Les gars, ils retournent chez eux à la fin de la saison, puis si on 100$ en poche, c'est bon, là. Il n'y a pas, à part peut-être quelques exceptions qui font un peu plus de sous, c'est vraiment pas payant, là, le baseball mineur indépendant. Fait qu'on raconte des belles histoires en lien avec ces joueurs-là. Et à l'intérieur du livre, Gab Piché, je t'ai réservé une surprise. Parce que... non! Ben oui, écoute, tu vas chier à terre. C'est la saison 2000. Et Gab, selon toi, pour un match de 9 manches dans le baseball professionnel, quel est le record de retrait sur des prises pour un seul lanceur? Sur un match de 9 manches? Yes, sir. Ben, j'irai avec un match parfait. Donc, 27 retraits sur des prises sur 27. 27 retraits, exact. Ah, t'ambitionnes un peu. Le record, c'est 25. Puis il a été établi en 1999 ou en 2000 dans la Frontier League, justement. Il a été établi, à l'époque, l'équipe s'appelait les Werewolves de London, en Ontario. Et selon toi, qui était l'arbitre derrière le marbre pour cet événement historique? Est-ce que cet arbitre-là, il avait juste un œil? Non. Ah. Il a 2 yeux et tu le connais très bien. Est-ce que c'est un arbitre qui a du jugement? Oui. Hugo Dallaire. Non, c'est pas Hugo. Ah, Colin. Je vais... Ben là, on vient de réduire les choix. Je te donne un indice. Il habite London. C'est un local. Ah, ben là, je sais de qui tu parles. J'espère qu'il est à l'écoute. On parle de monsieur Jim Cressman. Exactement. Notre ami Jim Cressman C'est écœurant. de London, en Ontario, qui a arbitré le match où est-ce que il y a eu le plus de retraits sur des prises pour un match de 9 manches dans le baseball professionnel, avec 25. Et on raconte l'histoire là-dedans, puis il y avait eu à ce moment-là énormément de controverses en lien avec la performance de Jim, où est-ce qu'on disait, c'est un local, c'est un arbitre canadien, il est pas aussi sur la coche que les arbitres américains. La zone de prise était trop large. Que c'est ça. Puis encore aujourd'hui, là, périodiquement, là, Jim en parle là, sur ses médias sociaux. Là, il est quand même assez actif. Fait que tu sais, ça l'avait vraiment marqué les esprits à ce moment-là. Puis il existe quelque part sur YouTube une compilation des 25 retraits sur des prises. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé là, lorsque je me suis préparé pour le show. Mais c'est quand même là, hyper pertinent de voir comment était le quotidien, quel était le quotidien des arbitres au niveau d'une ligue comme la Frontier League, qui est au Québec depuis quelques saisons maintenant, si on recule de 20-25 ans, par exemple. Fait qu'on est vraiment là vers la fin des années folkloriques. Super belle lecture pour les gens que ça l'intéresse, là, surtout peut-être pour nos boys au Québec, là, qui font du pro en ce moment, puis peut-être nos girls éventuellement. Fait que ça, c'est le fun de voir, là, ce qu'il y avait dans le passé. Alors, Everything's Happened in Chillicothe. Puis on a tous des parcs comme ça où est-ce que tout nous arrive. Tu vas dans un parc, on dirait que t'es jinxé, c'est sûr qu'il va t'arriver de la marde, là. C'est officiel. Moi, je suis incapable de faire une game au parc du Charme à Sainte-Thérèse sans qu'il m'arrive quelque chose. C'est impossible. Tu sais, je sais pas si vous autres, vous en avez un, ou si toi, Hugo, t'en avais un dans le temps, ou t'en as un maintenant, là. Moi, ça a été... c'était Richard Desmeules à Jonquière. Ah, mais ça, c'est un... C'est un classique. C'est quand il arrive à bien des mais c'était pas nécessairement sur le terrain, tu sais, c'était si un des deux arbitres, mettons, parce qu'on souvent on couvrait beaucoup, moi dans le temps, à Saguenay, il n'y avait pas d'officiel local là-bas. Si quelqu'un avait oublié un soulier à la maison pour un match, c'était un match au Saguenay. S'il était pour arriver un poteau de lumière qui brise pendant un match, c'était au Saguenay. S'il était pour perdre la clé de la chambre des arbitres un moment donné parce qu'il y avait eu un dégât d'huile chaude dans le casse-croûte à côté pendant la game, c'était au Saguenay que ça arrivait. À part, tu sais, tout se passait là-bas, c'était juste fou. Il y a plein d'anecdotes. En plus de ce qui se passait sur le terrain au Saguenay, là. Exact. On a des parties avec beaucoup d'émotions au parc de Jonquière. Ils étaient peu, mais ils étaient présents. Ouais, Où est-ce qu'il est, effectivement.
Ouais. Il devrait être ici un matin, oui. Ouais, des petits bums des fois. Hey, à un moment donné, il y avait... sais-tu à Saguenay, à un moment donné, il y avait un règlement dans l'élite il y a plusieurs saisons, là, où est-ce qu'il y avait un spectateur qui avait une espèce de haut-parleur, un speakerphone, où est-ce qu'il donnait de la marde à tout ce qui bougeait, puis probablement ce qui bougeait pas. Alors, dans le livre des règlements du Junior Elite, la saison suivante, on avait on avait un règlement qui disait les amplificateurs sonores sont interdits, sauf pour l'annonceur maison. C'était un dénommé Baudouin au Saguenay qui avait ça. C'était un gars qui, comme Gab ce soir, aimait consommer un petit breuvage sympathique, je te dirais à toutes les demi-manches. Fait que rendu en 4e manche, il y avait de l'avance sur nous autres un peu. Et puis non, il était volubile. Sébastien Provost dans le chat, Marc-Paul Pratt, il peut-être passé de quoi là-bas, mais je sais qu'au Saguenay, il y avait eu ce problème-là aussi, là, avec un dénommé Baudouin. Il paraît qu'il est décédé maintenant. Quand je suis retourné au Saguenay, je m'étais informé de lui. Je pensais avoir la chance de l'entendre crier encore un peu, mais non, c'était des années où les équipes avaient des partisans un petit peu endiablés. Alors, je me souviens, la première fois que j'étais allé au Saguenay, j'avais même pas fait encore un match au Saguenay. J'embarque sur le terrain, puis je m'étais fait écœurer par des partisans. Le monde sont craqués contre les arbitres d'avance. Puis ce match-là, je m'étais fait piquer par une fucking abeille en plus. C'est vu. Quand tu dis que tout arrive au Saguenay. Puis on faisait un week-end. J'arbitrais le vendredi soir, puis j'arbitrais le samedi dans l'après-midi. Fait qu'on couchait là-bas. Écoute, le coach est venu cogner à la porte à 6h du matin parce qu'il s'est trompé de porte. Il revenait, il était bien chaud. Et il cogne à notre porte à 6h, on ouvre la porte. Puis là, c'était drôle parce que là, il est tombé sur nous autres. Puis c'est aussi la fois que j'ai ramené des punaises de lit chez nous, du motel Princesse. Fait que, en tout cas, des belles sorties au Saguenay. Ben, tu vois, tu parles d'hôtel. On s'en va faire on avait un programme triple au Saguenay. On faisait le programme double le samedi, puis on arbitrait le simple le dimanche, puis on redescendait. J'étais avec Robin Jacques, avec qui j'étais à l'école d'arbitre aussi dans le pro là, en 97. On s'en va faire le programme double là-bas. Puis on se dit, bon, on va aller là-bas, on va éveiller après le deuxième match, puis on va se prendre une chambre d'hôtel, on couche là, puis on fait le match dimanche, ça va bien aller. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que c'était les Jeux du Québec à Alma en même temps. Puis c'était le week-end du milieu des Jeux du Québec, donc des hôtels, il n'y en avait pas de disponibles dans le coin. Aucune chance, rien. Fait que 3h15 du matin, on termine la tournée des Grands-Ducs et on se cherche une chambre d'hôtel. Et il n'y en a pas. Et là, il faut redescendre coucher à Québec et il faut remonter le lendemain matin pour aller arbitrer. Ça n'existait pas Tinder dans ce temps-là, hein, c'est ça? Il n'y avait pas de Tinder dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de cellulaire pour nous aviser que c'était les Jeux du Québec en ville non plus. Fait que non, c'est dans la catégorie je vais prendre une douche à Québec puis je retourne au Saguenay. Là. Ah, c'est bon. Pas mal cette fois-là. À cette heure, je book toujours mes chambres d'hôtel. Quand je suis à la route, j'ai appris. Mais ça, tu parlais tantôt du pro, là, je me rappelle, il y a quelques années, quand Michael Boulian était professionnel, j'étais allé le voir dans l'État de New York. Dans quelle ville on était? On était pas loin de Cooperstown, je me rappelle plus du nom de la ville. C'est Auburn, c'était les Double Days d'Auburn qui étaient là. Puis, en tout cas, je jase un peu en français. On est dans la chambre d'arbitre avec le partner de Michael. Là. Ma blonde n'est pas bien loin aussi. Fait qu'on jase les quatre. Puis Michael me dit, écoute, on était à Williamsport, en Pennsylvanie. Tu sais, où est-ce qu'il y a les World Series of des Little League. Puis, ça, c'est la partie clean de la ville. Sauf que le stade puis les hôtels sont dans une partie un petit peu plus hard. Fait que Michael, il me raconte, il dit, écoute, on arrive au parc, on fait notre game. La game finit, puis il y avait un policier en fonction au match. Il interpelle les deux gars, il dit, les boys, vous couchez où? On est à telle place, puis c'est ça. Fait qu'on a une chambre là-bas. Là, la Ligue nous a booké ça. Il fait, OK. Il dit, vous battez vos portes. Quand vous allez à l'hôtel, il y a une lumière rouge. Checkez d'un bord puis de l'autre s'il y a des voitures. S'il n'y en a pas passé, que c'était pas immobile trop longtemps, c'est dangereux. Si un de mes collègues vous intercepte, donnez mon nom. Dites que vous êtes des arbitres de la partie. Puis ça, ce que je te compte là, c'est genre en 2015-2016, peut-être 2017 au maximum. Là. Fait qu'il y a encore de ces histoires-là aux États-Unis. Boulian me le compte. Fait que moi, je suis comme, c'est une bullshit. Là. Il me compte des histoires de papy pour me faire peur. Fait que Boulian voit bien que je le crée à moitié un peu. Il se retourne vers son partner, qui est un anglo du Midwest. Il dit, raconte-y à Williamsport. Puis le gars me raconte exactement la même histoire. Fait que, je pense que c'est le genre d'histoire qui arrive partout. Quand ça arrive au Québec, c'est pas pire, t'es chez vous. Mais tu sais, il me semble qu'un policier dit ça,
t'es dans le fin fond du trou du cul de l'État de New York ou de la Pennsylvanie, t'as un peu moins de fun, mettons. Il y a des coins qui sont pas jojo, là. Non, faut comprendre que souvent, surtout dans les ligues de recrues là, faibles, en tout cas à l'ancienne structure du baseball affilié, puis les ligues indépendantes, c'est rarement des grandes villes. Souvent, là, tu te retrouves à Glens Falls, dans l'État de New York, tu te retrouves en banlieue d'Albany, mais tu n'es pas à Albany centre-ville, tu te retrouves dans ces petits endroits-là, qui sont souvent des banlieues de grandes villes. Donc, tu as des coins qui sont un petit peu plus durs, tu as eu des années aussi où économiquement, c'était plus difficile. Je me souviens, mon premier championnat canadien avec Baseball Canada, on était à Windsor, puis il y avait un match à Détroit de baseball, fait qu'on prend l'autobus qui prend le tunnel puis qui nous amène au stade de baseball de l'autre côté. Quand le chauffeur d'autobus nous a débarqué, il dit, les gars, je vous avise, là, je vous débarque ici, puis je vous reprends ici. Si vous êtes l'autre bord de la rue, je ne vous attends pas. Puis si vous traversez, puis il y a le monorail qui passe à Détroit, puis il nous avait montré la structure du monorail, si vous dépassez ça, votre vie ne tient pas à grand-chose, là. Vous êtes dans le trouble. Tu sais, ça fait que tu fais... Je pense que je vais aller à la game de balle puis je vais revenir. Là, tu files pas trop pour voyager. Tu comptais Williamsburg. Pendant les séries dans la Ligue des Prairies, j'avais laissé ma voiture au garage pour changement d'huile puis des petits travaux dessus parce qu'à un moment donné, à force de mettre du millage dedans, ça a besoin d'un peu d'entretien. Fait que un local à Minot, dans le Dakota du Nord, me laisse sa voiture. Puis il dit, si jamais tu as un problème, il dit, tu checkeras en dessous du banc. Ouais, OK. C'était pas un pipe wrench, hein? Écoute, non, c'était pas un pipe wrench. Fait que, tu sais, la lumière rouge, là... Calvin, il y avait un gun chargé en dessous du banc. Tu sais, fait que tu fais, ouais, c'est un autre monde. Tu sais, j'aurais pas pensé me promener avec un fusil chargé à Lévis ou... Fait que c'est d'autres mondes, c'est dans des petites places, c'est des petites communautés, c'est d'autres cultures aussi. Aux États-Unis, il y avait encore plus d'endroits où le port d'armes était permis. Je me suis avoir demandé à quelqu'un du Tennessee qu'est-ce que ça prend pour avoir un permis de port d'armes. Puis le gars m'avait pas répondu. Si tu peux tirer le côté d'une grange à 5 pieds, il te donne ton permis. Là. Fait que c'est... Effectivement. Fait que tu sais, n'importe qui se promenait avec ça. C'était... non, il y a des petits coins assez folkloriques, assez pertinents. Effectivement, des coins pas jojo. Il y a Luc, non. Il y a Luc sur Facebook qui dit... Parlez pas trop en mal du Saguenay, je suis à l'écoute. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il a trouvé comment faire un commentaire. On salue Luc. C'est grave. Non, c'est pas vrai, on fait que t'aime, c'est le temps de dire Hey Luc, là. Ouais. Hey Luc, là, merci pour ton commentaire. Mais moi, je sais que le commentaire de Seb Provo un peu en haut, où est-ce que, tu sais, l'anecdote est là. Puis, tu sais, on parle du baseball pro, puis, tu sais, il y a un certain décorum à respecter. Il nerd dans le baseball amateur, mais dans le pro, il est une coche supérieure. Seb Provo partage la vidéo où l'arbitre, je pense que c'est Mario Seneca, on est au niveau A-fort, si je me souviens bien. Il y a une question de jugement qui est discutée, et il a fait jouer la chanson Three Blind Mice. C'est 3 souris aveugles. Aussitôt, c'est que le PA announcer ou le gars de la musique ont été expulsés, puis ça a été la fin de l'audio pour la soirée. Là. Fait que ça peut arriver également dans le baseball pro. Ouais. Parlant de baseball pro, breaking news, messieurs, je viens tout juste de texter Tania. Tania, elle est toastée de son voyage de retour puis des derniers jours. Elle m'a demandé de sauter son tour ce soir puis d'aller au dodo, puis j'ai dit évidemment, mais va te reposer là. Tu sais, j'ai été en communication, je dirais pas constante, là, on s'était échangé une couple de textes là, chaque soir, moi pis Tan, puis puis Hugo, tu l'as vécu l'école pro, là, même si c'est juste une semaine dans le cas de Tania, là, c'est des journées, là, c'est rough, pas à peu près. Fait que d'être de retour à la maison, c'est va prendre un bain chaud, repose-toi, puis on se rejase bientôt, Tania. Fait que nous autres, on va continuer à jaser entre nous autres là, pour le temps qui reste. Là, je check les gens sur le chat, là, j'ai peur de passer de 18-20 personnes à 3. C'est-à-dire ma mère, ma blonde, puis un gars qui a oublié son Facebook ouvert. Là. Ça, c'est mon inquiétude. Mais c'est ça pour Tania, fait qu'on la salue s'il est à l'écoute. Puis, tu sais, elle, en plus, oui, c'est une semaine, ça a été une grosse semaine, mais c'est tout ce qui est venu avant. Tu sais, c'est tout ce qui est arrivé pour elle dans les semaines avant, de je pars pas, je me prépare, je pars plus, finalement je pars, puis tu sais, tout ça a dû être extrêmement là, exténuant au niveau de la charge émotionnelle que ça l'a emmené, plus d'arriver là-bas en terrain inconnu, d'arriver là-bas, aller rejoindre des gens qui venaient de faire 5 semaines de camp. Ça a dû être, là, oui, une semaine, mais toute qu'une semaine.
Ben oui, puis tu sais, les arbitres qui vont là, tu sais, il y a plusieurs pédigris d'arbitres. Puis, tu sais, t'as des jeunes de 18-19 ans qui ont le couteau entre les dents, puis tu sais, il y a des gars du Québec qui pensent des fois, peut-être je vais y aller, ça a de l'air hot. Bon, t'es game de mettre une session de cégep de côté ou une session universitaire, fine, vas-y, puis tu vas te couper pas à peu près. Mais il y a également des gars puis des filles maintenant qui ont roulé leur boss dans le baseball un peu. Puis qui arrivent là avec un background incroyable, soit comme joueur, soit comme arbitre. Puis toi, t'arrives du Québec, où est-ce que t'arbitres seulement 3-4 mois par année. Eux, ils ont 12 mois de balle en arrière de la cravate. Fait que toi, à chaque fois que tu fais une saison, les autres, ils en font 4. Faut que tu pédales fort. Puis t'es pas dans ta langue en plus. Là, tu parlais de maîtrise de la réglementation. Là. Eux, ça fait 4 semaines qu'ils ont le nez dedans. Toi, t'es aussi bien de l'apprendre, puis de l'apprendre dans bas de langue également. Là. Tu sais, tantôt, tu parlais des termes, l'ancienne section 2.0 de définition, là, faut que tu la connaisses par cœur, sinon t'es dans le chenoute, là. Oui. Oui, puis ils veulent vraiment entendre des mots, ils veulent entendre des choses qui viennent du livre, ils veulent avoir des explications claires, puis il faut que tu sois convaincu de ce que tu leur expliques. Ils veulent voir à quel point tu es capable de vendre ta décision, de vendre ton explication. Tu sais, Tania, dans un de ses résumés, Jeff, elle racontait que dans une drill, il y a un entraîneur, un des instructeurs qui est sorti sur elle, contester une décision qu'elle venait de rendre. Puis là, ça a tourné en expulsion, ces choses-là. Quand ça arrive, là, c'est pas toujours stagé d'avance. Tu le sais pas que ça s'en vient. Et puis là, à un moment donné, tu as un instructeur qui arrive des lignes de côté, qui s'en vient sur le terrain, puis il te challenge. Tu sais pas s'il joue son rôle d'instructeur d'arbitre ou s'il est en train de se mettre un costume de théâtre d'instructeur de baseball. C'est jusqu'à ce qu'il lance sa calotte par terre. Souvent, là, t'es pas trop sûr. Fait que là, veux pas. Tu te remets en question, tu doutes de ton corps, de ta mécanique, de ton pivot ou whatever, de ce que tu viens de faire. Puis à un moment donné, ben là, ils veulent voir comment tu vas réagir dans ces situations-là. Ça va être quoi ton non-verbal? Ça va être quoi? Comment tu vas t'en sortir aussi dans tes explications? C'est des petites séquences qui durent des fois là, 15, 20, 30 secondes. Tu sors de là, tu as l'impression que tu viens d'arbitrer un match de 2 heures juste dans cette séquence-là à cause du stress que ça amène parce que tu es là pour avoir une job. C'est une entrevue d'emploi qui vient de durer 20 secondes que tu t'attendais pas pantoute de la question. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est... Puis tu sais, des fois, ben moi de mon côté, tu sais, à Baseball Québec, tu sais, j'ai à gérer des arbitres finalement. Puis ce que je me rends compte, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'argent qui est en ligne de compte, tu gères les passions des gens. Puis au niveau du baseball professionnel, ben mineur, il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Il y a le rêve des ligues majeures, certes, au bout du compte. Mais tu sais, il faut que les gens ont des passions, ont des rêves, puis ton rêve peut te glisser entre les mains de même, puis tu viens de le dire. Tu sais, j'ai en tête, là, peut-être Hugo au courant ou Phil Cody, tu sais, l'arbitre des ligues majeures. Le gars, 4 fois à l'école pro. Tu sais, s'est tapé 4 fois les 5 semaines, il n'a jamais abandonné, là. Pour reprendre l'expression du douchebag de Bois des Filions qui était allé à Cancun, là, lui, il give up pas, là, le gars, là. C'est malade ce qu'il a fait, là. 4 fois l'école pro, puis il est dans le show maintenant, là. Des commitments comme ça, faut que tu sois décidé pas à peu près pour y aller. Tout à fait. Puis, tu sais, là, Sébastien Provost sur le chat encore, qui nous parle de ton implication au football. Un moment donné, game changer dans ta carrière, on change de sport. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu reçu un coup sur la tête ou... Écoute, je connaissais des gens qui arbitraient au football un petit peu. Et puis, quand je suis revenu du pro en 97, le football à Québec était moins gros un petit peu que peut-être dans la région de Montréal, parce qu'on n'avait pas de football civil. Il y avait quelques écoles secondaires qui avaient des équipes. Puis, à toutes les semaines, je lisais les mêmes entrefilets dans la section des sports du journal. C'est le match à telle école a été annulé parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Le match à telle école s'est joué avec juste un arbitre, avec juste 2 arbitres. Fait que, tu sais, c'était... Puis à un moment donné, il y avait une petite annonce. Hey, on manque de monde. S'il y en a qui veulent arbitrer, appelez telle personne à tel numéro de téléphone. Fait que j'ai lâché un coup de fil à cet individu-là. Puis ça a commencé comme ça pour moi. Ce que j'avais entendu parler, c'est que les gars faisaient 8-10 matchs par saison à l'automne. Fait que ça voulait dire à peu près une game par fin de semaine. Fait que ça me paraissait vraiment parfait. Puis je suis arrivé exactement dans les années où le football a eu une explosion là, partout au Québec, surtout dans la région. Là, ici, on est passé de quelque chose comme 15 équipes à une centaine d'équipes là, presque overnight. Donc, c'est arrivé à un bon moment. J'ai eu la chance de faire plusieurs matchs. Le background que j'avais d'arbitrage aussi faisait en sorte que, même si j'étais nouveau sur un terrain de football, arbitrer une game, je savais c'était quoi. Gérer un événement sportif, je savais c'était quoi. Fait que j'ai eu la chance, là, dès ma 2e saison au football, d'arbitrer au niveau collégial, de commencer à faire des matchs collégiaux.
Puis ça m'a amené jusqu'à l'année passée là, où j'ai atteint les niveaux universitaires, là, qui est le plus haut niveau de football amateur qu'on peut faire là, au Québec. Ouais, puis tu sais, moi de mon côté, là, je ne sais pas, je t'en avais parlé, j'avais arbitré brièvement au football, il y a peut-être une dizaine d'années, sinon davantage. Puis, puis j'avais également écouté ton entrevue que tu avais fait au 91-9, là, quelque part cet automne, où est-ce que tu disais que les arbitres au football sont souvent plus vieux parce que les joueurs ont pas le temps d'arbitrer. Puis ce qui m'avait fasciné au football, c'est que je me rappelle, j'arbitrais avec un gars, le gars il était chirurgien. Un moment donné, il finit son opération, il se lève les mains, il s'en va faire sa game bantam. Mais ce gars-là, t'as bien beau lui donner de la marde jusqu'au lendemain matin. La game a bien beau être tight. Il vient d'opérer un gars à cœur ouvert, là. Il s'en calisse de toi, puis il est là pour avoir du fun. Hey, ça, c'est sharp, là. On est ailleurs, là. C'est un autre type d'arbitrage, c'est un autre monde. C'est beaucoup des officiels qui sont plus vieux. Comme je l'avais dit en entrevue, comme tu l'as répété, les jeunes pratiquent presque 5 soirs semaine pour jouer une game le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche, fait qu'ils n'ont pas le temps d'arbitrer. C'est un sport aussi où tu te demandes beaucoup de déplacements entre les matchs. Okay, tu vas aller au baseball, là, ça se peut que tu fasses 2 pee-wee, un bantam sur le même terrain dans ta localité un samedi où ça se fait bien. Au football, même encore aujourd'hui, je me souviens de cette année, j'ai fait un match le matin sur la rive nord de Québec, en après-midi sur la rive sud de Québec, puis le soir, j'étais à Drummondville sur un collégial. Okay? Ou faire un match universitaire à Sherbrooke à 2h l'après-midi, puis être sur un midget à Saint-Georges à 7h le soir. Fait que appeler un entraîneur qu'on connaît à Saint-Georges sur la route entre les deux pour dire la game a été longue à Sherbrooke, on s'en vient, commencez pas, on peut retarder la game à 7h30. Ça arrive à chaque année, tu es obligé de comme ça de faire des téléphones de dernière minute puis de faire déplacer des matchs parce qu'on est sur la route. Là. Moi, je m'en rappelle ma dernière année au football, puis quand j'ai arrêté le football, c'est comme un moment donné, avec le baseball qui prenait de plus en plus de place, puis le football, je commençais à toaster un peu, puis j'avais besoin de décrocher, là. Puis une journée, j'ai un atome le matin à Repentigny. En après-midi, j'ai un juvénile, me semble, à Sorel. Fait que déjà là, faut que tu prennes le traversier pour te rendre à ta game. Et en soirée, je retourne à Sainte-Thérèse faire un bantam civil ou un juvénile, je m'en souviens plus. Hey, c'est le tour du Québec, pas à peu près, ça là c'est fou. Ah oui. Puis dans ce que tu as dit, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir que des gars qui font de l'universitaire, qui est le plus haut niveau, vont faire un midget en soirée. C'est-à-dire que les arbitres au football, souvent, n'hésitent pas à, je ne veux pas le dire péjorativement, mais baissent de niveau, vont faire un niveau inférieur à ce qu'ils sont habitués de faire habituellement pour redonner. Il y a une communauté qui est incroyable. Je pense que le baseball doit s'en inspirer. Ouais. Puis, tu sais, la grosse différence, Sébastien le mentionne dans le chat, le niveau de respect des joueurs, des entraîneurs envers les officiels de football est quelque chose qu'on retrouve probablement dans aucun autre sport, en tout cas pas des sports de masse. T'sais, si je compare avec le hockey ou même le baseball, on est dans un autre monde, la relation est complètement différente. On parlait tantôt de gestion des événements. Il y a plusieurs années, Éric Lavigne, que certains connaissent peut-être comme entraîneur de hockey, qui a coaché à Québec dans le temps de la Ligue internationale, puis tout ça, qui est directeur des sports dans un cégep ici, là, de la région de Québec. J'ai un juge de ligne qui rend 2 décisions sur un match collégial en fin de première demi, puis 2 bonnes décisions, mais 2 décisions serrées contre l'école de Éric. Puis en sortant du terrain à la demi pour aller à la pause, Éric nous enguirlande, puis il crie après nous autres, puis ça avait vraiment aucun bon sens. Mais la semaine d'après, le booking a changé par hasard. Je suis allé arbitrer à cette école-là. Je suis arrivé d'avance, je suis allé m'asseoir dans son bureau, puis on a réglé ça. Et tu sais, ça s'est terminé là. Depuis ce temps-là, quand j'arrive là-bas, quand je le croise, tu sais, la relation est complètement différente parce qu'on lui a fait comprendre que non, ça marchait pas comme ça. On est allé dans le bureau puis on a réglé la situation. Fait que, tu sais, tout ça, ben, c'est l'expérience, c'est la connaissance des gens qui permet ça. Une grosse différence aussi qu'on retrouve, exemple, au football versus le baseball. Tu sais, Gab, je te pose la question. Tu as un match de baseball, tu fais une série dans le pro qui commence vendredi. Tu fais vendredi, samedi, dimanche. C'est quoi ta préparation pour le match? C'est quoi ta semaine ressemble à quoi avant le match versus le baseball? Effectivement, avant le match, nous autres, c'est sûr qu'au baseball, il n'y a pas beaucoup de préparation. Le jour de match, on va peut-être regarder les alignements, voir c'est qui le lanceur, les intervenants pour être bien préparé pour le match. Mais je sais où tu t'en vas avec la question, c'est qu'au football, je sais que vous vous préparez pour la semaine en entier. Là. Ouais, l'investissement en temps est complètement différent. Ce qu'un jeune ne pourrait pas faire. Je vais prendre l'exemple un match collégial Division 1 en chef que je ferais un samedi après-midi. Mon match commence le mardi soir.
Il y a du vidéo le mardi, mercredi, jeudi, préparation des meetings d'avant-match, vérification des statistiques des équipes, c'est choses, tout préparer, tout ça. Off le vendredi de préparation parce que souvent on arbitre dans d'autres niveaux le vendredi soir. Puis ça, c'est juste la préparation d'un match. Fait que, c'est un type d'arbitrage, c'est un monde qui est différent de ce qu'on connaît là, des autres sports. Ouais, ça prend des passionnés pour faire ça, là, pour justement investir autant de temps. Ça prend des gens qui peuvent permettre de mettre ce genre de temps-là dans la préparation de 1, 2, 3, 4 matchs dans une fin de semaine. Ce qu'un jeune de 15-16 ans, généralement, ne pourra pas faire. Des officiels qui ont en bas de 18 ans au Québec, qui arbitrent au foot, on en a, je vais dire 2, là, puis c'est peut-être 3. Mais ça dépasse pas ça, puis c'est tous des enfants d'arbitres, là. Ouais, puis il y en a un qui a des fausses cartes là-dedans. Là. Ça, c'est... Probablement que c'est un Cubain avec des fausses cartes ou quelque chose de ce genre-là. Là, mais, tandis que Jean-François, c'est quoi le pourcentage des arbitres de moins de 18 ans au baseball? My God, écoute, j'ai envie de te répondre le 2/3. J'ai pas les statistiques sous les yeux, mais je peux te dire que moi, une année, là, 2019 ou 2018, peu importe, on a 2200 arbitres au Québec. Je prends mon fichier Excel, puis je classe les dates de naissance puis les âges par ordre, pas alphabétique, mais alphanumérique, là. Je suis allé voir l'arbitre médian, le 1100e. Cet arbitre-là avait 16 ans et approximativement une saison ou 2 saisons, on était sur la ligne entre les deux. Fait que ton arbitre médian au Québec, il a 16 ans puis une saison et demie d'expérience. Chose que t'as pas au football, là. Non. Tu sais, moi, si je regarde, mettons, sur 250 arbitres 250 arbitres actifs qu'on avait la dernière saison, là-dessus, on devait avoir formé au total du Québec peut-être une dizaine d'arbitres maximum qui en étaient à leur première saison. C'est-à-dire, mettons, 5 ou 7 dans ça qui est à leur deuxième saison. On a beaucoup d'officiels qui en sont à 5, 10, 15 ans et plus là, d'arbitrage. Puis, tu sais, moi, je m'en rappelle, là, je commençais au football à un moment donné, il y a un email qui passe dans la gang. Les boys, tu vas me rappeler le nom, peut-être, là, il y avait comme une classique de mi-saison l'été, c'était au stade Percival Molson. C'était Spalding. Exactement, je vois ça passer. Est-ce que tu veux... On a besoin de chaîneurs, puis moi, je comprends, je peux être on-field au stade Percival Molson. T'es même pas obligé de me payer, Capitaine, je suis là. Fait que j'applique une première journée, on me dit, viens-t'en le samedi, on a besoin de toi. J'arrive là-bas, ils se sont mêlés, c'est pas ma journée. Fait qu'ils disent, écoute, tant qu'à être là, va dans le boot en haut. Fait que je m'en vais dans le boot avec un vétéran qui est là. Je pense que c'était M. Smith, là, si je me souviens bien. C'était Pierre Smith. C'est ça, Pierre oui. Smith, Papa Smith. C'est ça, fait que je jase avec, là, puis il commente le jeu, puis tout. Puis honnêtement, j'étais pas bon au football. Là. Il y a peut-être des mangeurs de marde en ligne qui vont dire que je suis pas meilleur au baseball, mais je les salue s'ils sont à l'écoute, là. Mais sauf que ce que j'avais, c'est un peu, c'était look like an umpire. T'sais, j'avais de l'air d'un officiel sur le terrain, puis quand il y avait des mêlées, j'étais capable de rentrer dans le tas, puis OK, messieurs, c'est terminé, ou des fois, je disais des niaiseries, écartez-vous, je suis médecin, puis les gars s'en allaient, puis voilà, c'est terminé. Fait que, tu sais, j'avais cette prestance-là, même si au niveau des règles, boy, ça rentrait pas, puis je voyais pas les infractions. Fait que j'ose un peu avec M. Smith qui m'explique les choses, puis, fait que déjà, je suis meilleur sans même être sur le terrain. Le lendemain, on me dit, reviens dimanche. Dimanche, c'est ta journée. Puis là, on m'offre, qu'est-ce que tu veux faire comme chaîneur? Puis moi, je voulais juste me promener sur le terrain. Fait que j'ai accepté de tenir le stick des essais. Puis Gab, peut-être tu connais un peu moins le football, le gars qui a le stick des essais, c'est lui qui va chercher le tee du kicker entre les, tu sais, après les bottées d'envoi. Fait que moi, juste pour aller sur le terrain, c'est que j'ai fait ça, puis... Sauf que les gars qui sont sur des games de calibre à peu près midget, t'as des gars qui ont fait de la CFL là-dedans, t'as des professionnels, là. T'es dans la chambre, puis tu jases avec des gars qui étaient dans CFL la veille, t'es dans le vestiaire des officiels de la CFL, c'est sharp à l'os, puis les gars sont comme chauds de tes questions, là. Go, passe. C'est écœurant. Puis c'est pas le même monde, là. Ouais, puis il y a 7 arbitres sur une game, fait que t'ajoutes les 3 chaîneurs là-dedans, t'es 10 là, dans la chambre. C'est nous, des fois, au baseball, on se trouve smart, on tente un 6-pack dans la chambre pour les games ou après le double. Là-bas, mon seigneur, là, c'est le 41 de Rome, là. Il y a... Je me rappelle, là, puis, tu sais, le referee qui est en charge de la game, il a un standing supérieur aux autres, là, compte tenu qu'on est une méchante gang. Hey, le gars, il sort son 41, qui veut des rum and coke, puis le party part, là, c'est absolument génial. Moi, je me mets de chum, c'est Ron Paludi, en fait, là, que tu vas connaître. C'est ce que j'allais... Écoute, quand t'as parlé de ça, c'est sûr que du rum, c'était Ron Paludi, là. C'est ça. Ça peut pas être personne d'autre, ça, c'était clair. Ça commence à me donner le goût d'arbitrer au football, ça, mais je viens de comprendre pourquoi t'aimes ça, Hugo, par exemple. Ouais. Fait que là, c'est comme,
écoute, c'est le fun, jaser avec toi. Tu reviendras à la fin de l'année pour les bols d'or si on a besoin de chaîneurs. T'es même pas obligé de me payer, mon homme. Je vais être là, inquiète-toi pas. Mais cette fraternité-là est écœurante. Puis, on la retrouve des provinciaux au baseball quand on est en gang. Mais ça, au quotidien, quand t'es deux, puis t'es souvent avec la même personne, la routine s'installe. C'est un autre monde qui est totalement incroyable. Là. Puis, je t'écoutais parler, Hugo, puis je me sentais quasiment mal d'avoir lâché le foot. Mais je check mon horaire dans mon goal, puis ça fait pas non, tu sais, c'est ça. Faut que ça fitte. Puis, tu sais, au baseball, quelqu'un qui n'est pas disponible le dimanche, il va faire des matchs la semaine, faire des matchs le samedi, puis ça va venir. Au foot, si t'es pas disponible vendredi soir, samedi, dimanche, là, c'est parce que ça joue pas le lundi, puis ça joue pas le mardi, là, il en reste plus. Fait que non, c'est un autre monde, mais, tu sais, comme dans n'importe quoi, l'expérience de l'arbitrage se transpose d'un sport à l'autre. Fait que, quelqu'un qui aura un bon background de baseball ou un bon background de football ou de hockey ou peu importe va être capable de faire le switch sur un autre sport en apprenant les règles et les mécaniques, mais va être capable d'appliquer certaines façons de faire. Du contrôle de partie, c'est du contrôle de partie, peu importe le sport. Là. Puis de la gestion d'émotions, c'est de la gestion d'émotions, que ce soit dans une salle de classe ou sur un terrain, c'est pareil, c'est la même population. Là. Ben oui, puis tu sais, même la semaine prochaine, là, si on peut plugger notre invité, Hugo, la semaine prochaine, on va accueillir Hugues Lafrenière avec nous. Là, on a Laf en onde. Puis Laf peut être comique des fois, c'est incroyable. Là. Laf, c'est un gars de basket. Là, c'est sûr qu'au basket, en ce moment, là, ils sont sur le spot à cause de ce qui se passe dans le coaching, mais au niveau des officiels, c'est totalement une autre réalité. Si vous me le permettez, messieurs, Gabriel avait préparé une chronique pendant ce temps-là. Puis juste pour le générique, là, juste pour le fait de voir le visuel qui a été préparé pour ça, ça vaut la peine d'entendre ça. Fait qu'on passe à Gabi le magnifique, puis on se rejase par la suite. Gabby, Gabby, Gabby. Gabby, 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 Gabby. Gabby. Ah non, mais sérieux, c'est écœurant comme générique, ça. Ah, mais écoute, moi, ce que je me demande, c'est qui est-ce qui a passé le plus de temps, soit moi, à préparer le générique, puis à chercher la fameuse chanson. On entend un petit peu, là, je suis pas sur le bon écran, je m'excuse pour les gens à l'écoute, j'ai payé sur le mauvais piton, là, je me suis fait payer une console à 200$ pour payer sur le mauvais piton, c'est pas chic, là. On est de retour. Qui est-ce qui a passé le plus de temps entre moi pis toi, Gab, à moi, préparer ça à temps perdu, comme Simon Blanchette le dit, parce que mon boss me donne pas assez de job, ou toi, à préparer ta chronique. J'espère que t'es prête, parce que on est prêts, nous autres. Ben, en fait, je vais vraiment opter pour la première option, que tu as mis plus de temps sur le vidéoclip, parce qu'il est vraiment écœurant. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai monté de l'équipement de mon sol, je l'ai mis sur mon bureau à côté. Puis je vais passer ça un petit peu vite. Fait que, dans le fond, ma chronique ce soir, pour ma première chronique, je parle un petit peu d'équipement. Donc, dans le fond, ce que je voulais faire, là, c'est de montrer à ceux qui nous regardent, qui n'arbitrent pas, que quand on arrive, on a de l'air tout nu, mais en réalité, là, on arrive avec un sac avec plein de stock, puis c'est ça nous prend de l'équipement. Puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que on a reçu une nouvelle quand même intéressante pour la saison qui s'en vient. D'après les sources, et si la situation ne change pas, les arbitres seront de retour derrière le marbre pour la saison 2022. Fait que ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Ah, puis ça me fait capoter. Puis ça tombe qu'Hugo, t'es là à soir, mais tu sais, je t'ai vu publier sur Facebook quelque chose genre, ouais, va falloir que je m'achète un nouveau masque. Ah, mais tu sais, la vibe est là. Puis tu sais, il manque à peu près 1000 arbitres au Québec. On se comptera pas d'histoire là en ce moment. Là, tu sais, pour... T'sais, notre sport est en santé, on est en pleine pandémie, on a une augmentation de 5% du nombre de joueurs, puis au niveau des officiels, ça baisse un peu. Qu'est-ce que tu veux? Puis Hugo dit, il me faut un nouveau masque. Depuis quand? Au milieu de février, les gens ont cette vibe-là, je trouve ça incroyable. Puis, je salue Philippe qui doit nous quitter en ce moment. Là. Merci, c'est toujours le fun d'avoir des gens d'ailleurs qui viennent nous écouter. C'est hot, là, c'est vraiment hot comme nouvelle. Puis, pour avoir été un peu dans l'inside, là, je comptais pas d'histoire, là. Ça fait plusieurs mois que moi puis Max Lamarche, on dit dès qu'on a le go de la santé publique, on y va. Puis, faudrait vraiment revenir, ça serait hot. On a hâte de voir comment ça va se vivre. Max l'annonce hier officiellement, c'est comme yes sir, on peut y aller. Est-ce qu'il va falloir un masque de procédure? Est-ce qu'on sait pas encore? Est-ce qu'on est à l'abri d'une 6e, d'une 7e, d'une 14e vague? Ça, on sait plus, là, à un moment donné. C'est sûr c'est toi qui contrôle ça. Ben non, c'est que je suis pas lié à Big Pharma, j'ai très peu d'actions dans Pfizer.
Juste dans la partie pilule bleue de Pfizer, c'est ça? Pas tout à fait encore. Là, je suis le chat à côté, dans l'espoir de voir quelqu'un qui crée au complot pour d'avoir un complotiste dans la gang. Là. J'espère que ça arrivera pas. Mais Jeff, je pense que Gab voulait nous parler de masque, mais pas de masque de procédure, là. Non, effectivement. Un vrai masque, mais je salue Philippe là, qui doit nous quitter juste au moment de ma chronique, que je vois les viewers baisser aussi au moment où je commence ma chronique. Mais bon, écoute, Attends un peu, je vais demander aux enfants de se brancher, là. Écoute, comme qu'on se dit, c'est enregistré, fait que, écoute, au pire, le monde le réécouteront. Mais tout ça pour dire que c'est ça, ça a de l'air con l'équipement, mais tu sais, au bout de la ligne, là, c'est quand même important pour la sécurité de nous autres, puis également pour le umpire look qu'on parlait tout à l'heure, là, Hugo disait la prestance, puis ça, ben c'est un équipement qui est pas fait correctement pour toi, ben tu peux avoir de l'air cave, puis c'est ça. Fait que première pièce d'équipement que je vous présente, hop, là, j'ai monté mon stock en haut, là, fait que on commence avec l'équipement. Bon, fait que voici, je vous présente ma page. Dans le fond, c'est mon équipement, moi, là, fait que ça se peut qu'il y en a que ça peut être différent, là. Fait que première partie d'équipement, c'est les jambières. Donc, ça nous prend quelque chose qui est pas trop gros, pas trop petit, hein, donc dans la moyenne. Et quelque chose de pas trop serré non plus, parce que quand c'est trop serré, quand c'est trop gros, puis que c'est trop serré avec le pantalon, là, on a de l'air du bonhomme Michelin, puis c'est pas très intéressant pour le look. Donc, une bonne jambière, il y en a de toutes les sortes, mais évidemment, il faut que ça soit une jambière qui est suffisante pour venir couvrir le genou, parce qu'une balle sur le genou, ça doit faire mal en tabarnak. Fait que ça, c'est pour la jambière. N'ai plus besoin. Ensuite de ça, au niveau du plastron. Donc, au niveau du plastron, il y a différents types de plastrons. Je sais qu'il y a beaucoup d'arbitres qui aiment ce qu'on appelle les West Vests, là, qui sont une armure puis qui protègent super bien. Moi, dans mon cas, je l'ai essayé puis je trouvais ça trop encombrant. Fait que j'ai un plastron plutôt de taille moyenne, là, où probablement qu'une balle qui frappe ce plastron-là va venir faire peut-être un peu plus de masse qu'un West Vest, mais c'est suffisant. Ce qui est important avec le plastron, c'est vraiment qu'il vienne le couvrir, qu'il soit bien ajusté quand tu fais un match, là, donc qu'il soit bien ajusté en dessous de ton cou puis que ça couvre là, au moins les claviers. Donc ça, c'est pour le plastron. Plus besoin de ça. Ah, juste pour t'avoir pitché ton stock, là, c'est incroyable. Là. Ouais. Pour les enfants qui nous écoutent à la maison, ne garochez pas votre équipement d'arbitre, s'il vous plaît. Non, c'est ça, c'est important de le garder en bon état. Bon, ensuite de ça, on a les pantalons. OK? Donc, les pantalons, ça, c'est une belle histoire, les pantalons. Hein, ça a souvent changé de couleur au fil des années. À un moment donné, c'était... Quand moi, j'ai commencé à arbitrer, on me disait, va chez Morse, puis prends le gris numéro 21. Fait que, j'allais chez Morse, puis je prenais le gris numéro 21. Après ça, c'est devenu Ether Grey, qui est un gris là, plus pâle. Puis là, dans l'actualité d'aujourd'hui, on recommande là, d'avoir un pantalon gris charcoal. Fait que un gris charcoal, là, ça ressemble à peu près à ça. Puis moi, ce que j'aime moi j'ai des Smithies, là. Ce que j'aime de mes pantalons, quand on achète des pantalons un petit peu plus haut de gamme, c'est qu'on a la taille qui est élastique. Donc, quand ça fait 2 ans que t'as pas arbitré à la plate, puis que t'as pris un peu de poids, ben, tu te dis que Chris, peut-être ces culottes-là vont encore me faire. Fait que j'ai hâte de tester ces belles culottes-là. Puis pour l'apparence, c'est important de mieux les entretenir que présentement dans mes 2 mains. Donc, on les presse comme il faut, puis on n'a pas trop de plis dans ces pantalons-là. Fait que c'est bon pour les pantalons. Après ça, on passe au masque. Donc, le masque. Pour ce qui est du masque, il y a 2 types de masques en réalité. Il y a le masque comme ça d'arbitre, que moi j'ai la couleur bleue. Il y a différentes couleurs également. Le bleu, c'est peu commun, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Mais moi, c'est mon masque de jour. Mon masque de soir, il est noir. Fait que ça, c'est le type de masque qu'on peut avoir. Fait qu'il y a le type de masque comme ça, classique d'arbitre, puis il y a aussi également le full masque, là, le genre de casque de goaler de hockey qui est aussi possible au niveau de l'équipement. Ce qui est de plus en plus populaire dans les masques, Hugo, tu posais des questions pour acheter un nouveau masque. Maintenant, il y a beaucoup de masques ce qu'on appelle anti-commotion. Hein, donc, il y a des... comment on appelle ça? Comme des springs. Là, des chocs absorbers. Bon, c'est ça, des chocs absorbers qui font en sorte que quand tu reçois des lancers dans le masque, ben, ça absorbe le lancer beaucoup plus. Donc, ça réduit beaucoup le risque d'avoir des commotions cérébrales. Donc, c'est sûr que ces masques-là sont beaucoup plus dispendieux, mais
de plus en plus populaire pour la sécurité. Là. Tu sais, Hugo, tu parlais tantôt, quand tu fais du baseball, à un haut niveau, tu reçois des pitches à 100 000 à l'heure en pleine face. C'est peut-être dangereux. Là. Mitch fait dire de pas pitcher ton masque. Ben là, c'est ça que j'étais en train de penser. Mais merci, Mitch, de m'avoir averti. Une chance qu'il est là, Mitch. C'est une chance. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Fait que je vais prendre une petite gorgée. Et Luc Duchesneau fait dire ressort là. Ressort là. OK. Non, là est de mon moi-même. Puis tu sais, Gab, question piège. Ouais. La petite crise de visière en haut qui est en ouais. haut de ta casquette, à part faire beau, ça sert à quoi? Exact. Là. Ça c'est un outil que je pourrais appeler genre Jean Héroldi. C'est que dans le fond, c'est supposé cacher le soleil, mais calisse que ça marche pas. Fait que ça sert crissement à rien à part avoir de l'air fraîchier. Fait que c'est pour ça que je l'ai sur mon masque. Et voilà, tout est dit. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai passé un peu l'équipement, mais il y a aussi l'uniforme. Hein. L'uniforme, je pense que là, on rentre vraiment plus dans mon domaine. L'uniforme, c'est ce que j'aime le plus. Parce que l'uniforme, c'est ce qu'on dégage sur le terrain. Hein. Quand on rentre sur le terrain, les gens regardent notre uniforme. Puis c'est ce qui va venir définir quel type de personne qu'on est à notre première impression. On dit que la première impression est toujours super importante. Fait que c'est ça. Fait que moi, je prends toujours soin de mon uniforme. Fait que si je commencerais, le premier type d'uniforme, c'est les casquettes. Je t'interromps, faut dire, si je commençais. Si je commençais... Tu commencerais pas à faire des fautes d'orthographe de jambon sur le podcast, là, c'est pas vrai, là. On est encore meilleur que le gars de Radio-Canada en snow. Parle-moi pas là-dessus. Hey, le masque rose, Tommy de Turcotte a un bon point, le masque rose. Hey, sérieux, Tommy, là, je checkais padding l'autre jour, là, pis asti qui me tente. Ben, moi aussi, il me tente, mais je me dis, si je fais jamais de match le jour du cancer du sein ou peu importe, je l'ai pas acheté, mais j'ai checké tantôt, il est en spécial sur Empire Tire. Ok, on se pense. Non, moi je le veux, sérieux, là. Ma mère a survécu à un cancer du sein, là. C'est une cause qui me tient à cœur, là. On se fait une commande? On le fait! On le fait! Ok, puis on fait un match ensemble, c'était 2 matchs, puis je mets mon masque rose, c'est but. Pas de trouble. On fait un double, chacun notre masque rose. Hey, Yes, j'ai une poche à balle rose aussi. C'est vrai? Ben, écoute, je l'avais fourni à Tania à un moment donné. On fait une game ensemble, moi putane. Elle arrive au parc, elle fait « Hostie, j'ai pas ma poche à balle. » Ah ben, Chris. Ouais, ça. Écoute, t'es arrivé là que une fille avec une poche rose, les joueurs, les commentaires qui y passaient. Tu sais, on parlait du ferme ta gueule tantôt, là. Tania en a dit 2-3 cette game-là. Ah, c'est bon. Hey, mais un masque rose, là, pour vrai, c'est épique un peu. Ah non, c'est clair, là. Je sais pas si on t'a combien, là, mais j'ai un petit 50 à mettre là-dessus au besoin s'il y a de quoi, là. C'est good. Au pire, on se le prêtera. Fait que dans le fond, là, au niveau des casquettes, une casquette, hein, c'est mal de laisser traîner ça dans le fond d'une poche. Là, ça peut abîmer l'état de la casquette. Donc, il se vend des petits cases là, pour classer ces casquettes. Donc, voici un exemple. Là, il y a différents formats. Donc, moi, j'ai mes casquettes là-dedans. Là, au niveau de la casquette, là, excuse-moi. il y avait un effet sonore, ouais, j'ai pas entendu. Non, j'ai accroché le piton, je voulais faire d'autres mardes, mais c'est pas grave, ça revient. Pas de trouble. Dans la casquette, Hugo, je sais pas si tu peux m'informer de ça, mais tu sais, dans la casquette, là, il y a souvent le fameux pli, là. Tu sais pas comment faire? Ben, en fait, tantôt, j'essayais de plier ma casquette, genre un peu comme ça. Hey man, je te reviens. Ok, bon, fait qu'on va avoir un retour, mais bref, c'est ça, la casquette. Hugo, toi, as-tu plus d'informations sur ce pli-là? Ben moi, je fais un pli dans mes casquettes. Mes casquettes sont pliées, même que quand elle est non utilisée, elle est complètement pliée, repliée sur, comme Jeff a dans les mains présentement. Ah ouais. Donc, des fois, quand il fait chaud entre deux manches, je l'enlève, je la plie, puis elle rentre dans ma poche en arrière de mon pantalon. Ben, c'est ça, parce que moi j'ai comme un pli, mais il est pas super démarqué, mais là, je sens que Jeff va me donner un Ah, faut que ça prend de la passion, faut que tu le travailles. Écoute, et flambant neuf, je l'ai reçu hier, là, je me suis passé une commande, là, parce que j'étais plus up-to-date. Fait que là, tu vois ici le côté, le profil, c'est genre ça que tu veux? Ouais, exact. Je veux, parce qu'en réalité, regardez, si je mets la casquette comme ça, avec mon pli, j'ai de l'air pas pire, mais si je mets une calotte qui a pas de pli, asti, j'ai de l'air d'un asti chauffeur de train, checkez ça. Mais check, Gab, ça peut t'aider. Garde, t'as la casquette comme ça. Tu plies le devant de la casquette, donc le logo à peu près de façon égale à la palette. Ouais. Ça? Hey, je me sens comme Marie-Josée Hi-Fi quand j'étais jeune et que je forçais l'école, là, c'est pareil. Une fois ça fait, tu ramènes le derrière, donc le logo Baseball Canada comme ça, en avant.
puis t'essaies de fermer, ça va donner une espèce de cossin comme ça. Fait que C'est ça. Fait que après ça, ça donne quelque chose comme ça? exactement, Ouais. tu laisses ça au four pendant 2 jours, puis t'as une casquette incroyable. Je mets ça à broye ou Le crease. Non, Ah, 200. 200? Ok. 200 parce que ça fait comme du jerky, ça sèche doucement. dans la mijoteuse, man. Tu badigeonnes, tu badigeonnes de temps en temps, puis tu retournes à toutes les heures, là, ça fait la job. Bon, fait que vous voyez, Colin, la chronique n'aura pas servi à rien. Il y a beaucoup d'éducation dans Puis, ça. puis quand t'as des vraies casquettes d'arbitre comme celle que tu viens de nous faire là live, là, ben ta grosse valise grise pleine de casquettes, elle sert juste pour décorer une tablette dans ta maison. Exact. Bon, ben, tu vois, fait que. Écoute, même moi, je reçois des conseils durant ma propre chronique. Fait que, écoute, ça ici, là, les boys, plus besoin, c'est. Chris, Ben, on a une casquette ici. Sérieusement, j'étais inquiet. Je pensais que l'art du pli sur les casquettes s'était perdu pendant mon absence. Et là, j'ai comme repris goût à la vie tout d'un coup ce soir. Là. Écoute, voilà. je suis content de savoir que le pli est toujours à la mode. Le pire, c'est que je plie mes casquettes comme ça, puis il me semble que j'entends juste la voix d'Isabelle, ma blonde, qui fait calice de chauffeur de train de style jambon de Bonnienne, puis voir que tu dis ça en ligne. Là. Ça, c'est. Ah ouais, c'est vrai. Ben, ça- c'est vrai qu'on a de l'air d'un chauffeur de train, pas de pli. Fait que Là- je recommande à tous nos spectateurs, à nos 11 spectateurs, de plier leur fucking casquette. Non, mais il va en avoir d'autres. Et de partager la bonne nouvelle aussi. Il faut partager, il faut que ça fasse Exact. le tour. Là. On fait une casquette, ça se plie. Fait que je pense qu'on va faire un mouvement. Demain, on va avoir un hashtag plier votre casquette. Ouais. Ben ouais, Ok. ça donne un beau look aussi de face, là, tu sais, c'est sûr que Ouais. de côté, des fois, ça a l'air bizarre, là, mais de face, là, c'est que ça fait arbitre, ça fait sharp, là, puis... Ça va être hashtag plie tout. Hashtag plie tout. C'est écœurant. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça, c'est la casquette. Ensuite de ça. Bon. Ben- Il va y avoir un asti de ménage à faire en arrière de moi après. Ouais, c'est ça, mais ton après, Gab, là, je check l'heure, puis si t'as pas dans ben longtemps, là... Ah, t'as peu. Je veux au moins finir ma chronique que j'ai si bien préparée. Attends, on va-tu se rendre à l'expulsion tout en coupant la 3e prise du programme? Je n'ai pour 4 minutes. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le jackstrap Hugo, là. En fait, ça s'en vient. Ah, On a la poche à balle. OK, c'est pas Chabal-là qui nous parlait. Est-ce qu'on est correct? Cette poche à balle-là. Moi, dans- Fait que, Allô, les tout petits? exact. Mais vous voyez, quand j'ai acheté cette poche à balle-là, j'avais même pas remarqué que mon trou de ceinture était en forme de marbre. Ah, je viens de le remarquer, sérieux, là, c'est la Onyx? C'est la Onyx? Non, c'est la Dry Low. J'ai aucune crise d'où j'ai acheté ça où. Ah, mais sérieux, juste pour le trou de ceinture en forme de plate, là, je suis gêné. Puis, Là, je viens de. je Ouais, vais t'interrompre dans ta chronique, là. À un moment donné, il faut que je te montre le certificat de localisation de mon terrain sur lequel j'ai bâti ma maison. Mon terrain est en forme de plate. Ça, là, ça, c'est magique. Je le retrouve sur Facebook, je le mets sur le live, si le monde va capoter. Ah, ok, c'est beau, je fais ma gueule, c'est beau. Un petit pad qui est marqué mon nom dessus. Puis là, je viens de voir que la dernière fois que j'ai fait des changements, ben, j'avais marqué qu'il faisait beau à Saint-Anne le 23 juillet 2021. Fait que des fois, on n'écrit pas tous les changements sur ces pads-là. Ça, c'est magique, ça aussi. Là, ma partie préférée, par exemple, check bien ça. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui arbitrent avec moi, là, ce qui est fétiche pour moi, c'est que mes souliers soient propres en tabarnak. Fait que là, je vous donne... Ça, c'est mon soulier, ma dernière game que j'ai faite l'année passée. Vous voyez, c'est tout crotté. Mais quand je vais arbitrer, j'ai mon étui, j'ai tous mes produits. J'ai mon spray net, j'ai mon scrumming bubbles, j'ai des brosses, j'ai tout ça, là, j'ai un kit là, plein de ça. Fait que là, tu mets un peu de scrumming bubble là-dessus, comme ça. Comme ça un peu. Là, il y en a partout dans mon écran, je vois plus, boys. Ça fait dégueulasse, man. Il y en a dans ta caméra aussi parce que toi, t'es dans un nuage présentement. Ok, ben, checkez, boys, attends un peu, je lave ça à l'instant. Je devrais. Oh non, ça c'est mieux? En tout cas, bref. Mes souliers sont rendus propres. Hey, c'est-tu écœurant? Quand t'arrives avec des souliers propres de même sur le terrain, là, tu fais une bonne première impression. Ok, fait que t'as un avant-après, comme Marie-Josée Taillefer. C'est ça, exact. Shaké, man, shaké. En fait, c'est que j'ai beaucoup d'expérience, fait que maintenant, je suis très rapide. Quand on dit ça de même, c'est un peu bizarre. Puis, là, la dernière chose, c'est que moi, dans ma poche, j'ai toujours une petite boîte à surprise. C'est les accessoires qu'on peut avoir en tant qu'arbitre. Fait que là, qu'est-ce qu'un arbitre peut traîner d'autre dans sa poche? Ben, on a de la baseball mod. Donc, c'est ce que parlait Hugo tout à l'heure. Dans le fond, ça, là, c'est de la bouette
Asti. Puis je sais pas, on paye des astis de prix de fou pour avoir de la boîte dans un pot. Ça, j'ai jamais compris Ouais, pourquoi. ben, elle t'offre longtemps ta boîte, là. Ouais, ça, c'est quand t'es capable de l'ouvrir. Tu sais qu'il y a un championnat provincial midget il y a plusieurs années où on a frotté les balles avec du lait au chocolat? Ah ouais? Oh. Ah, ça, c'était écœurant, hein? Ouais. On avait fait un test. Yves Gagnon était superviseur du championnat provincial midget cette année-là. Puis je pense que s'il avait pu nous retourner tout à la maison après la première journée, il l'aurait fait quand il a su ça. Ouais, mais ça, c'est un classique. Ouais, dans ces années-là, c'était pas encore un classique. Des petits gars d'arbitre pour quand c'est frisqué dehors. Le jackstrap, comme qu'on parlait tout à l'heure, mais je suis probablement l'arbitre qui fait le moins de game avec un jackstrap. Fait que ça, je suis un estime malade. Ça, j'en mets rarement. DO, quand tu fais un double, bien important d'avoir un DO. Chronomètre pour le temps entre les manches. Clicker. Balai. Je sais pas si vous autres, vous êtes du type balai en bois ou balai en plastique. Là. Ah, plastique. Clairement plastique. Non, je suis tellement pas d'accord, toi, Hugo. Moi, j'essaie de retrouver mon vieux balai en bois qui avait été sculpté par, je me souviens plus, un vieil arbitre qui était dans la région de Montréal, puis le manche avait été comme sculpté. Fait qu'il faisait moins gros que ça, parce que ça, je le trouve trop gros. À cause de ça, j'ai switché au plastique. Ok, bon, ben en tout cas, moi, je suis vraiment en bois, mais pas de trouble. Des lunettes fumées, puis finalement, ah oui, c'est vrai. Dans cette pochette-là, j'ai un rasoir, parce que quand on arbitre à Sherbrooke, puis qu'on croise René Provencher, c'est important d'être bien rasé. Pas d'en face, là. Mais, tu sais, J'ai clairement passé plus de temps pour ton fucking générique que toi pour ta chronique, là. mais là, ce rasoir-là, pour vrai, je savais même pas que j'avais un rasoir là. Je sais même pas s'il marche, là, mais. Ouais. Check, je sais pas, on le teste-tu, ouais? Attends, je fais une petite marque, man. Chris, il marche pas. Chris, non, il rase plus bien, les boys. Ce segment de l'émission est 18 ans et plus. Mais en tout cas, je sais pas si tu fait une marque, sinon je vais être obligé de me raser, non, c'est correct. Mais il marche plus, fait que, tu sais, ça, je peux l'over-pitcher. Y a pas de problème. Puis, je pense que ce qu'on remarque, c'est que tu as mis surtout du temps à nous parler de ta visière de fraîchier, tes lunettes soleil de fraîchier, tes souliers qui brillent en fraîchier, puis ton rasoir pour faire fraîchier, finalement. Écoute, c'est ce qui va mettre fin à ma chronique. Ouais, c'est ça, puis je check l'heure des boys, puis c'est probablement ce qui va mettre fin à ce deuxième épisode également, là, Gabriel, puis ça va être dur d'égaler toute l'intensité que tu as mis à nous présenter, là, ta casquette notamment, là, ça va rester marqué dans nos mémoires, là. Faut se rappeler que on peut toujours en apprendre dans ces capsules-là, fait que c'est toujours intéressant. T'sais, moi j'arrive, je parle de livres littéraires, je fais une recherche, puis l'autre aussi il dézippe son stock à Waydon, puis fait que pour répondre, pour revenir, pour boucler la boucle avec l'introduction, puis répondre à la question de Geneviève, t'as crissement gagné le concours, là. Le plus cave, regarde, c'est... On a quand même gagné un viewer pendant ma chronique, fait que je pense que les gens se sont parlé, puis que c'est ça. Ça. Fait que, messieurs, dames, c'est ce qui va mettre fin à l'épisode de cette semaine de Derrière le marbre. Comme je le disais tantôt en guise d'introduction, Hugo va être de retour avec nous la semaine prochaine là, pour co-animer le show avec moi. Et on va recevoir Hugues Lafrenière la semaine prochaine qui va venir nous parler de son passage dans le professionnel puis de son expérience également au basketball. Alors, on va se revoir là, exactement dans une semaine à Derrière le marbre à 20h avec... Hugues Lafrenière. Fait que, Hugo, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Gab Piche, on va se revoir dans 2 semaines lorsque ton emploi du temps téléchargé va le permettre. Oui, exactement. Donc, je vais trouver un sujet de chronique qui sera aussi intéressant. Ça va être dur à égaler. Fait que merci, Gab.